Alors ce soir, nous allons parler avec Amélie Menu. Nous allons faire une interview confuse comme à l'accoutumée. Amélie Menu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une youtubeuse qui a lancé récemment donc, un nouveau concept de vidéo. Alors, on va même dire plusieurs concepts de vidéo. Je vais vous montrer un petit peu de quoi il en retourne. Et en gros, elle a un parcours assez atypique sur YouTube parce qu'on la connaît depuis longtemps en réalité. Moi personnellement, la première vidéo où je vois Amélie Menu, c'est chez Teddy Boy. Quand ils vont à un spectacle, et voilà, ils vont parler de théâtre, etc., machin et tout. Donc bon, c'est vraiment là où je la découvre. Ensuite, moi personnellement, je vais découvrir ses vidéos aussi où voilà, elle faisait du Fight Club, elle était partie un peu de tout ce qui était chez Teddy Boy pour aller chez Missor, du coup, faire tout un truc avec Missor et la team Missor. Et du coup, toute une expérience alors assez étonnante de, voilà, de Fight Club, de bagarre. Donc il y en a qui m'ont dit, mais pourquoi est-elle toute nue sur la miniature? Parce qu'à l'époque, il y a eu une sorte de changement physique assez radical. Et du coup, elle faisait pas mal de sujets, du coup, liés à la féminité. Et elle a été aussi, donc du coup, se castagner un petit peu pour voir jusqu'où elle pouvait aller, etc., se mettre un petit peu à l'épreuve et tout. Et du coup, c'est un parcours assez atypique, assez intéressant. Et récemment, elle a fait un débat, du coup, avec une féministe, par exemple. Alors c'est là, je vous fais écouter un petit peu. Finalement, on est tous là avec notre propre ressentiment en disant ah bah des rétro satanas l'autre, tu vois. Et je me dis c'est trop bête, on peut pas continuer comme ça à vouloir juste chacun se battre sur viens on résout le problème de plomberie, non viens on résout le problème de... Mais après en réalité c'est en ligne. En vrai les gens ils ont même, tu peux être très féministe, t'as des amis hommes, enfin tu vois je veux dire... Bah justement est-ce que tu trouves pas que la fracture se fait de plus en plus dans la vraie vie? Parce que moi personnellement une fois que j'ai commencé à dire que j'étais plutôt conservatrice... En vrai des pins c'est faisable. Comment te dire que j'ai... Faudrait pas que ce soit des pins, c'est moche des pins, faudrait des trucs un peu stylisés, des autres choses quoi, parce que des pins c'est pas ouf. Hein. Je sais pas si vous voulez des trucs. Après voilà, c'est vraiment un truc qui revient beaucoup, qui vous ferait plaisir, bah suggérer des trucs, mais j'ai pas d'idée de quoi vous vendre en fait. Hein. Ah oui, je suis fatigué, j'ai pas beaucoup dormi. Non franchement là en ce moment je fais des nuits pas terribles en fait. Je fais des nuits de merde, mais bon c'est pas grave, on écoute. Perdu beaucoup d'amis. Et je vais dire à Amélie qu'elle peut nous rejoindre. Ma famille, des fois, ça fait des petits silences un peu gênés, tu vois, quand je commence à aborder ce genre de trucs. Donc... Ah, oui, c'est sûr. Moi, je sais que j'étais une femme qui avait beaucoup d'amis hommes pendant très longtemps. Et depuis ma posture féministe, j'en ai perdu, mais j'ai pas perdu tout le monde non plus. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont capables d'écouter ma posture et puis des fois de me dire que j'ai tort, etc. Donc t'es d'accord que c'est pas tous les hommes, qu'il y a quand même des gens bien... Disons que... Ça fait plaisir d'entendre ça. Il y a quand même des gens bien chez les hommes. Et pas forcément de dire, voilà, je sais pas quoi, il y a quand même des gens bien. C'est compliqué parce que par exemple j'ai certains potes à moi, je les adore, etc. Et c'est des mecs très bien sur plein de points, mais... J'avais écouté ce passage et c'est intéressant. Vu leur historique de porno sur leur ordinateur. Ne jamais regarder les historiques porno de vos hommes, mesdames. Jamais. Ne faites pas ça, c'est sûr que vous allez vous dégoûter. C'est logique, surtout s'ils ont un historique très rempli. Alors, non, on n'allait pas regarder, il faut pas, mais malheureusement, des fois, voilà, c'est aussi pour... voilà, pas grave. Enfin, mais je comprends que ça choque, parce qu'après, il y a toute l'industrie du porno et tout, on sait ce qui va être décrit derrière. Et tout d'un coup, bah voilà, pareil pour certains hommes de ma famille qui ont l'air bien en tout point, et voilà. Enfin, du coup, moi, j'ai quand même... Ça me fait très mal au ventre qu'un homme puisse aller consulter des vidéos de torture en fait, et qu'après ben ce soit un super père ou que ce soit un super tonton ou que ce soit un super mec. Malheureusement oui, malheureusement je peux comprendre que par contre voir, alors après torture ça dépend, parce que j'avais interviewé du coup un gars qui avait réalisé un film porno, qui était doctorant, qui faisait des études de sociologie, etc. et tout, et la plupart c'est des performeurs hein, on va dire, hein. C'est des gens qui font des trucs de ouf mais qui sont capables de le faire, parce que tout le monde peut pas faire comment dire, des deep throats. Ouais, c'est les gorges profondes, là. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Comme si les filles n'avaient pas d'historique. Exactement. Et il faut accepter l'historique des filles aussi. De leur historique de recherche. Hein. Et leur historique aussi de vécu. Hein, je veux dire, c'était hier, j'avais vu chez la Sainte, il y avait un mec qui avait dit ouais, mais si jamais ils ont baisé une moche et tout, c'est inacceptable. Et tout. Genre, je me suis dit, il y a vraiment des gens qui pensent ça. Genre, ah, tu t'es tapé un moche ou une moche. Ah non, jamais je te touche. C'est quoi ce délire, quoi. Donc, non, il faut accepter malgré tout. Et après, le porno fait partie de la vie des gens. Ça veut pas dire qu'il faut que ce soit une maladie. Il faut pas que ça revienne maladie. Ça veut dire, en gros, tu te branles quand tu vas au restaurant avec ta femme et tu dis, attends 5 minutes, je reviens. Si tu fais ça et que tu vas te cuter, ah oui, il y a un gros problème par contre chez toi. C'est-à-dire que là, peut-être qu'un médecin serait le plus indiqué. Dans son travail, ça me crée quand même
tu sais, le petit Un truc. malaise. Un malaise. Et puis un truc de Ouais. soupçon, genre, mais en fait, derrière tout ça, T'es qui? t'es qui? Ouais, voilà. ouais, bah, T'es bien qui? sûr. C'est quoi tes désirs? Oui, Alors, en est-ce qu'on fait, peut juger les Alors gens? après, ça s'entend. C'est vrai qu'entre le désir, alors le désir, la pulsion liée à Internet aussi, qui te permet de voir des trucs que tu ferais peut-être pas, que t'as peut-être pas envie de faire, mais après la possibilité d'avoir envie de faire certaines choses, peut-être par justement cette pulsion qui est créée et ce désir qui se crée au fur et à mesure de porno qui sont regardés. Je parle de gorge profonde, pas pour rien, c'est de dire, voilà, quand on voit ce genre d'image un peu particulière, c'est assez impressionnant en plus. Après, tu peux trouver ça limite kiffant, façon de parler, de regarder, donc tu te dis, tu peux peut-être essayer, machin, et ça peut effectivement dériver. Et après, ça pose d'autres questions sur comment on ose aborder le sexe effectivement dans le couple. Donc là c'est une vidéo, le dernier débat d'Amélie Menu. Alors vous avez le lien en description, enfin vous avez le nom Amélie Menu, vous cliquez dessus sur YouTube, vous pouvez y aller directement. Je vous mets le lien du débat dans le chat et je vais vous montrer encore un petit extrait. Alors je sais pas si ça va être là, Amélie Menu Moss Major Room, mais normalement je crois que ça va être sur notre plateforme. Je vais regarder et ensuite Sur on les va désirs. accueillir. Voilà, c'est ça. Peut-on naître amoureux à l'époque woke? Et là, c'est Diptyque Podcast. Voilà. Et normalement, si je ne dis pas de bêtises, voilà, c'est Amélie Menu et Moss Jérôme qui discutent sur, voilà, par exemple, peut-on être amoureux à l'époque woke? Alors, je vous fais écouter quelques minutes. Et on démarre dernière l'interview. génération, c'est non seulement, enfin même quand on parle de déconstruction de l'hétéronormativité, c'est un mot un peu compliqué pour dire quoi finalement. C'est que l'idée que un homme qui est vraiment homme aime une femme qui est vraiment femme, en fait, c'est un peu oppressif et c'est un peu bizarre, voilà. Et à cette chose-là, on préfère finalement un homme qui est ok, un peu plus masculin que les femmes, mais pas tellement, et qui aimerait une femme qui serait un peu plus féminine que les hommes, mais pas tellement en fait. Quelque chose qui se rapprocherait plus du même et de l'identité en fait, de l'idée qu'on veut trouver en l'autre la même chose qu'on a en soi-même. Quelque part, on aime un miroir. Et je pense que ce truc-là, l'amour du miroir, c'est quelque chose qui existe depuis le Narcisse. Ouais, mais dans ce cas, Kate, si tu dis elle invite des gens problématiques comme Doramuto, moi dans ce cas j'invite des gens problématiques, Kate, c'est ce que je veux dire. Dans ce cas, moi c'est aussi problématique. Parce que je veux dire, elle peut inviter des gens, ne pas être d'accord avec eux, discuter avec eux et même ne pas forcément en train de hurler, voilà. Mais justement, on va parler à la personne concernée. Elle est là. Amélie Menu, bonsoir. Est-ce que tu es parmi nous? Je te laisse te démute tranquillement si jamais. Alors après, on va lui laisser le temps de mettre le micro. On va écouter vite fait la fin du coup de Moss Majoron, le temps qu'elle nous dise bonjour. C'est un mythe hyper profond Quelle sa raison de notre Mais après, existence. attention, bien sûr qu'il y a des choses où moi par exemple je suis peut-être pas d'accord sur tout ce qu'elle va exposer. Par contre je trouve intéressant sa démarche et tout ce qu'elle fait. Donc on va effectivement en parler avec elle. Après s'il y a des questions de ce type là, on va poser aussi les questions, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Mais ne condamnez pas les gens parce qu'ils invitent des gens problématiques. J'ai invité Morgan Priest et maintenant il y a des gens qui croient au loup-garou. J'ai invité Conversano. J'ai invité Etienne Chouard, pour certains, on est bien d'accord que c'est problématique. Et voilà, bon bref, on est d'accord, je vais pas vous faire une liste, hein. Oh, c'est bon, on va pas faire le procès à Amélie d'avoir invité une personne et voilà, hein. D'accord. On va d'abord en discuter. Et du coup, bonsoir Amélie. Est-ce que tu m'entends? Bonsoir. Parfait. Moi je t'entends, est-ce que tout le monde m'entend? Alors, je t'entends correctement, je vais te légèrement augmenter, mais ça va être très bien. Ok. Bonsoir. Alors, tout d'abord, je vais te laisser te présenter succinctement. Qui es-tu par rapport au contenu que tu fais, etc. Pour commencer. Qui je suis? Je suis youtubeuse. En gros, c'est à peu près ça. Hein. Ça fait plus de 6 ans que je suis sur YouTube. J'ai fait plusieurs styles de contenu. J'ai commencé en faisant du vlog. Ensuite, je parlais un petit peu de politique, mais on va dire à demi-mot. Ouais, assez distante, ouais. Par d'autres Ouais, sujets alternatifs, tu c'est faisais, ça, exactement. Et puis voilà, finalement, à un moment, j'ai voulu un peu plus être, je sais pas comment dire, piquante. Et comment on fait pour enlever le ding? Attends, Ah, alors ça, c'est les notifications. mute. On regarde Ouais, dans. ouais, Ouais, tu les mutes. Et est-ce que tu peux C'est mettre ta bon. caméra? Si tu veux, tu peux, hein. Y a pas de souci. Est-ce que j'ai ma caméra? Turn on caméra. Est-ce que vous Voilà, me voyez? parfait. Et bah nickel, je vais mettre ça aussi. Et comme ça, vous allez pouvoir voir Amélie Menu en même temps. Parce que, alors moi, je te connais hein, vraiment depuis longtemps. Alors justement, je vais te laisser expliquer. Mais moi, je t'ai connu avec Teddy Boy. Alors je sais pas si c'est ta première apparition au théâtre et tout, mais moi, je me souviens vraiment de ça comme première vidéo dans l'idée où on te voit et voilà, ça te met en avant. Et après, je te découvre aussi avec tout ce qui se passe avec Missor et tout, les Fight Club. Ta sorte de quête initiatique finalement pour à ta quête de féminité et aussi de la masculinité, je pense, dans la découverte des hommes aussi. Et c'est intéressant. Donc, je vais te laisser me dire un petit peu ce parcours par rapport à YouTube et qu'est-ce qui t'amène justement à ton contenu d'aujourd'hui.
Oh, enfin, qu'est-ce que tu veux que j'explique? Et bah, parce que- comment t'as commencé déjà? Comment t'arrives à rencontrer Teddy et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'exposes à ce moment-là? Est-ce que tu t'exposais avant? Et après, comment t'évolues dans ce milieu? Ah, en fait, moi, c'est, je fais du YouTube depuis vraiment très très longtemps. C'est-à-dire que j'ai commencé sur YouTube presque au commencement, il y a genre 12-13 ans. J'avais déjà une chaîne YouTube, j'étais passionnée. Enfin, je trouvais ce truc très handmade, tu sais, où tout le monde dans sa chambre faisait ses petites vidéos. J'adorais, j'étais vraiment fan de un peu tout le monde. Et donc, j'avais fait une première émission qui s'appelait l'Emission, enfin E-arrobase. D'accord. Un Eurobase mission où en gros c'était à l'époque où en fait YouTube n'avait pas d'algorithme qui te montrait et qui te présentait des vidéos, et comme moi je passais quasiment ma vie dessus, en fait je présentais des gens qui méritaient plus de vues, et à l'époque ça marchait comme ça en fait. D'accord. Tu tu te pouvais faire des faisais réponses, promouvoir. etc. C'était ça, oui. Voilà, tu c'est pouvais- ça. Et en fait, tu te faisais connaître finalement quand d'autres gens plus haut que toi t'introduisaient. Donc en fait, moi, je faisais un format comme ça. Un format où je parlais des gens qui me passionnaient, quoi. D'accord. Et puis ensuite est venue l'époque Casey Neistat, pour ceux qui connaissent pas trop. Alors, Casey Neistat, qu'est-ce que c'était le vlogueur new-yorkais. C'était D'accord. un genre de vidéaste new-yorkais qui un jour a décidé de vloguer tous les jours de sa vie. Et même si le vlog, donc c'est-à-dire le format je raconte ma vie en vidéo, existait déjà, lui il l'a vraiment masteré D'accord. à un point qui m'a fascinée. Et En fait, donc il a là je me suis mis... démocratisé le vlog, quoi, quelque part. Ouais, exactement. Et Ok. d'ailleurs, je me semble que donc ça faisait quelques années que je connaissais Missor. Et en fait, c'est moi qui lui ai plus ou moins proposé de faire aussi une chaîne YouTube, en fait. Et donc, je crois que Missor est sur YouTube. Peut-être qu'il le voulait aussi, mais c'est quand même moi qui les ai un peu plongés dans cet univers. Et du coup, voilà, c'est comme ça que je me suis mis à fréquenter un peu tout le monde, un peu toute la clique parisienne, notamment Teddy Boy. Ouais. Je sais même plus comment j'ai rencontré Teddy Boy, en fait. Je me rappelle juste des messages... qu'on s'envoyait en mode « Oh, viens, on se voit demain » et voilà, on a Ouais, fini le par côté se artistique rencontrer. parisien où vous étiez entre Ouais, vous. c'est ça. Et du coup, comment tu... Parce qu'il y a un moment donné où on voit... Alors, on a l'impression... Moi, en tant que spectateur, à l'époque, j'ai l'impression, ouais, genre, tu t'en vas un petit peu du coin de tout ce qui est Teddy Boy qui se politise légèrement, et tu vas vers Missor pour le côté un peu squat, un peu pseudo-dégénéré, limite Fight Club, justement, anti-société, machin et tout. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce que là, il y a un grand changement quand même. Il y a une vidéo qui est assez connue du Fight Club, quoi, façon de parler, où tu vas beaucoup parler de toi et de ton rapport au corps, à ta féminité, et ce rapport Mhm. même, voilà, du coup, aux hommes. Comment ça se passe tout ça? Qu'est-ce qui se passe et comment tu le vois après coup? Franchement, enfin, en fait, j'ai l'impression que en termes de temporalité, je pense que tu confonds un peu les trucs. Peut-être. C'est-à-dire que, en fait, j'ai passé plusieurs années en mode Fight Club. C'est là où je me suis rasé les cheveux, où j'ai rencontré Teddy Boy, où on faisait du MMA avec Missor. D'accord. Et en fait, à l'époque, comment ça s'est passé? Je sais plus trop dans quel sens c'est allé, mais j'ai pas arrêté de fréquenter Teddy Boy. C'est juste, enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'il s'est politisé que j'ai arrêté de lui Non, bien parler. En fait, c'était juste une personne qui passait dans ma vie. Je me suis pas plus rapprochée de Missor spécialement. C'était juste, en fait, on était juste un grand groupe, quoi. Il y a eu juste un petit, je sais pas comment dire. Voilà, c'était la vie, les potes. Ouais, normal. Ensuite, je me suis dirigée vers la musique. J'ai Ok. commencé à faire À l'époque, j'avais une chaîne YouTube qui s'appelait Les Groovy Potes, où en fait, on avait fait une grande coloc où on faisait de la musique. C'était une époque vraiment très marrante et tout. Et puis, on en vient au Covid, où en fait, tout s'arrête un petit peu brutalement. On peut plus faire de scènes ouvertes. On est un peu bloqué niveau musique et tout. Ouais. Et du coup, là, je décide de me mettre à fond sur YouTube. Je travaille quelques mois pour Missor, pour l'atelier Missor D'accord. l'été dernier. Et en tant que vidéaste de l'ombre, je faisais des petites vidéos et tout pour sa chaîne. Et puis, je suis rentrée et là, j'ai dit, c'est terminé. J'arrête de passer par 4 chemins pour dire ce que je pense vraiment. Et j'ai commencé à faire des vidéos beaucoup plus politisées, avec tout ce que j'avais appris du vlog et du montage. Ouais. Voilà, c'est globalement c'est ça. arrivé vraiment avec un concept carré en plus, quoi. Donc,
Ouais, mais c'est parce que justement j'ai l'habitude, en fait j'ai tellement regardé les formats YouTube, tu vois, depuis longtemps, que j'ai ce langage, on va dire, du format YouTubesque, tu vois ce que je veux dire? Ouais, clairement. Bah, ça se voit que tu connais bien la plateforme et on sent que ouais, là t'es en train de t'y installer pas mal en fait, quoi. T'as un bel impact avec ce que tu fais, j'ai l'impression en tous les cas. Et je te souhaite vraiment de bien évoluer. Alors du coup t'arrives à créer tout ça. Alors tu parles beaucoup de féminisme et de féminité. Comment toi t'arrives à te situer par rapport à ça? Qu'est-ce que tu penses par exemple même du débat que t'as fait avec la féministe, etc. Enfin, comment tu vois un peu tout ça, le débat sur la féminité et le féminisme en fait? Alors, à la base, j'étais plutôt féministe. C'est-à-dire que quand je suis arrivée dans ma vie, en fait, j'arrive plus trop à me rappeler c'était quoi exactement le féminisme que je prônais à l'époque. Parce que c'est tellement loin maintenant que j'arrive plus trop à me rappeler les ramifications qu'il y avait dans mon cerveau. Mais en gros, quand j'ai commencé à faire du Fight Club et que j'ai commencé à aller draguer dans la rue, par exemple, que je faisais du badinage, j'étais passionnée par tous les trucs RSD pour les gens qui connaissent Real Social Dynamics. Okay. Et en fait, c'était en fait mon entrée dans le développement personnel. Et enfin, tu vois, tout le truc en mode, en fait, si tu veux avoir quelqu'un de bien dans ta vie, il faut que tu sois... Comme ci, comme ça, tel il faut que tu sois... Oui, faut comprendre les signes d'intérêt, oui, non, mais même juste, faut que tu deviennes... Non, en fait, le truc que disait RSD, qui était un petit peu original, c'était pour attirer les gens, il faut que tu sois... la meilleure version de toi-même en fait, tout simplement. Et donc il n'y avait pas ce truc d'entourloupe en mode on t'apprend des tricks pour draguer les gens, juste on t'apprend à être toi-même et à être confiant, naturel, etc. Et du coup, bah ça m'a plu même en tant que fille, tu vois, ça me parlait totalement. Et puis ça me permettait de me dire, en fait à l'époque mon féminisme c'était vraiment un genre de masculinisme dans le sens où j'étais en mode si on veut devenir l'égal des hommes, il faut qu'on s'approprie les codes et les hiérarchies, finalement, les hiérarchies de compétences masculines. Ouais, totalement. Pour remplacer, finalement, enfin, essayer d'être à la place de l'homme, ce qui serait pas forcément... Peut-être pas à la place de l'homme, pas à la place de l'homme, mais genre vraiment réussir à être à leur niveau, quoi. Genre... je sais pas comment dire, par exemple je faisais de la muscu et tout, et pour te dire à quel point dans ma tête j'étais un peu déconnectée, j'étais vraiment en mode l'objectif c'est de soulever autant qu'eux quoi, genre c'était un truc du style si je vais draguer, enfin je vais pas attendre qu'un mec vienne me draguer, c'est hyper passif et tout. Ce que je vais faire c'est que je vais apprendre à draguer et c'est moi qui vais aller draguer les mecs, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Ça serait que dans un sens en fait. Donc voilà, c'était vraiment c'est vraiment ça l'idée. D'accord, très bien. Alors il y a Primum Nonnocéré qui fait partie un petit peu de la sphère zététique qui me dit un salut respectueux pour Amélie Menu parce qu'il aime beaucoup ton travail. Un salut. Donc du coup voilà. Et alors du coup on me demandait, là dans les questions on me dit est-ce que tu as un rapport avec le Wicca ou la sorcellerie et tout? C'est une question qui est posée des fois. Voilà. Oui, c'est parce que j'ai un décor un petit peu étrange. Wickest. Oui, en fait la vérité c'est que j'ai pas beaucoup d'argent, contrairement à ce qu'on pourrait penser, YouTube rapporte pas beaucoup. Et en fait j'habite à côté d'une forêt, donc je décore avec ce que j'ai en fait. Et j'avoue que, alors je suis pas intéressée par le Wicca en soi, mais j'ai quand même des affinités, on va dire ésotériques, pour dire le mot. On va dire que je suis une sorte de polythéiste, où je crois un petit peu à tous les dieux. Et donc ça fait que effectivement j'ai des affinités avec les trucs un peu païens, on va dire ça comme ça. T'es quoi? T'es sur le côté égrégore ou t'es sur autre chose dans l'idée? Non, je sais pas c'est quoi égrégore. Les égrégores, c'est en gros on pourrait imaginer que les égrégores, en gros c'est des formes de pensée humaine qui vont donner vie finalement à chaque forme de pensée. Donc les dieux seraient tous du coup possibles si jamais on parle de l'égrégore. Tu vois ce que je veux dire? C'est en gros, ça catalyse finalement voilà, la croyance de tout un tas de gens, ce qui fait que la divinité de fait devrait exister par un phénomène. Voilà. Et l'égrégore, c'est le principe aussi de la franc-maçonnerie par certains. Certains francs-maçons vont croire au principe de l'égrégore et veulent créer des égrégores. Et en gros, vont créer des concepts quoi, et essayer de les rendre
réels dans la réalité pour qu'ils prennent forme. Alors voilà, il y a tout un côté comme ça, et ça peut faire franchement, Vas-y. Franchement, ça y ressemble. C'est pas tout à fait ça, mais bon, voilà, il y a un peu de cette idée-là, on va dire c'est comme ça. Mais alors du coup, j'ai parlé d'ésotérisme. Moi, ça m'intéresse. On en parle beaucoup sur l'émission. Si jamais tu parles d'ésotérisme, qu'est-ce que tu as été découvrir un peu dans ces courants? Qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Et par quel parcours tu es peut-être passé au niveau de la spiritualité, des croyances, etc. Alors, on va dire que la première interaction, ça a été les psychédéliques. Ouais. Donc, clairement, voilà, classique. Les La pilule perceptions. rouge, voilà, c'est ça. La pilule rouge, le monde n'est pas ce que tu penses qu'il est. Donc, d'abord par le LSD, mais aussi par la DMT, qui est, à mon avis, Bien plus Comment dire puissante, oui, bien sûr. Bien, qui vraiment t'envoie bien plus loin. c'est pas la kétamine non plus, c'est autre chose. Hein. On est sur un produit en gros qui est stimulé normalement par le cerveau dans des effets normalement très particuliers. En gros, vous êtes en train de crever, vous êtes dans un état d'agonie Oui, c'est ça. particulier. Et là, tu vas C'est- prendre dans un autre contexte, donc ça envoie, on va dire. Quoi. C'est l'hormone qui est sécrétée dans ton cerveau quand tu meurs. Donc des fois ça arrive quand tu fais une imminent death experience, je sais plus comment ça Des s'appelle en expériences français. de mort imminente. Voilà, ouais. expérience de mort imminente. Mais voilà, tu prends ça et c'est assez intense. Donc si tu veux, déjà quand tu grandis un peu là-dedans, tu as déjà une sensibilité un peu plus affinée à la spiritualité. Et ensuite, j'ai découvert Jordan Peterson. Et notamment les Biblical Series, donc en gros des lectures qu'il fait sur la Bible. Et donc là, il a fait une analyse psychoanalytique en fait de la Bible, comme si c'était un rêve en fait. Tu vois, les psychanalystes, ils analysent tes rêves. Et ben lui, il a pris la Bible en disant, imaginez ça, c'est comme un rêve collectif que l'humanité a fait. Qu'est-ce que ça voudrait dire en termes D'interprétation. Exactement. Après, il y a un grand dictionnaire qui existe d'ailleurs sur la symbolique, enfin un dictionnaire de la symbolique qui parle justement de toute la symbolique des rêves, après la symbolique mystique, ésotérique et aussi historique, pour essayer de recentrer tous les symboles, etc. Et ben du coup, Peterson a fait ça et ça m'a un peu passionnée parce qu'en fait, le concept d'analyser les mythes et les mythologies avec ce prisme psychoanalytique, ça m'a complètement passionnée. Et du coup, voilà. D'accord, donc une sorte de recherche un peu... Et est-ce que tu t'es orienté vers tout ce qui est... Parce qu'aujourd'hui, il y a le courant de la zététique, du coup, qui existe. Est-ce que tu as été voir aussi de ce courant-là, justement, où il y a des choses qui sont expliquées au niveau du cerveau, comment il fonctionne, comment... Peut-être on a créé les religions aussi. Il y a tout un travail anthropologique, etc. À la base, en fait, je suis passionnée de biologie. Avant d'être passionnée de psychologie, j'étais passionnée de neurosciences, etc. D'ailleurs, ça a commencé en m'intéressant aux drogues, voir quel était l'effet exact des drogues sur le cerveau. Et je suis passée en mode totalement biologie, etc. Donc oui, mais j'ai un peu vu ces trucs-là. Il y a beaucoup de choses, je trouve, ça se tient. Mais je suis quand même naturellement attirée par les trucs un peu plus ésotériques. D'accord. En fait, c'est vraiment une affinité, parce que tu trouves ça plus... Oui. Ça réenchante ton monde, c'est oui, il y a un truc... Bah, j'en parle dans ma vidéo, je sais plus, c'est l'avant-dernière ou l'avant-avant-dernière, je sais plus comment c'est, mais c'est trouver un sens à sa vie. En gros, le truc, c'est que le côté très rationnel et zététicien, cette vision du monde me rendait vraiment profondément nihiliste. Alors, je sais pas si ça fait cet effet-là à tout le monde, mais moi, ça m'a vraiment fait ça. J'ai eu des crises de déréalisation très très intenses où en fait, je sais pas comment dire, il y a un truc où plus rien n'avait de sens un peu. Oui, je vois ce que tu veux dire, c'est le côté tout est absurde. Oui, tout est matériel, rien n'a de sens. Ouais. Ouais, rien n'a de sens en fait. Il y avait un peu ce truc-là, genre tout est là, mais en fait c'est juste parce que c'est là. Ça a pas vraiment de raison d'exister, tu vois. Il y avait ce truc un peu froid qui me mettait vraiment mal. Et donc, après avoir passé plusieurs années à me battre contre des pensées suicidaires où je disais, bon, bah en fait, j'ai beaucoup ressenti le sentiment de l'absurde, pas mal décrit par Camus par exemple. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, allez, ça suffit. Il y a un moment, il faut faire un choix. Soit tu te tues, soit t'acceptes que en fait, la vie, elle a pas de sens et tu prends tes couilles à deux mains et tu vas te suicider. Soit tu acceptes la vie
et tu joues le jeu, quoi. Tu joues le jeu et tu fais le pari de te dire que, en fait, peut-être que tout a un sens. Et juste essaye de vivre comme ça, en te disant, allez, tu suis ce que j'appelle les sparkle of joy, c'est les étincelles de joie. Tu suis les trucs qui t'appellent, comme des petites fées, tu vois, qui te montrent un petit vivre chemin. et tu te laisses guider par les événements, Exactement. les possibilités, opportunités, Ouais. etc. Après, c'est aussi... Là-dessus, on est sur de la philosophie de vie, on n'est pas... Parce qu'il y en a qui sont là en mode, oui... Il y a un moment donné aussi, il faut accepter, parce que moi, c'est un peu pareil, hein, à un moment donné, la zététique, ça m'a beaucoup aidé pour sortir justement du côté un peu dérive sectaire, Par Ouais, contre, ouais. au-delà de ça, c'est vrai que j'ai toujours un côté un peu perchouillé, j'aime bien le côté complotiste que je garde, j'aime bien regarder tous les avis bizarres qui peuvent exister, parce que ça me donne un côté... Voilà, c'est excitant, ça permet d'un côté pitillant, tu vois, c'est comme ça. Mais par contre, effectivement, après, je garde une réserve toujours, parce que moi, je suis peut-être plus âgé que toi aussi, j'ai 36 ans maintenant, j'ai un parcours avec la drogue aussi, un parcours avec l'ésotérisme, et effectivement, derrière, après moi, j'ai pris un peu de recul par rapport à tout ça aussi, parce que j'ai pas envie de... J'ai bien profité, mais je peux entendre aussi ce côté où t'as pas envie de désenchanter ton monde directement, même si certains diront que c'est pas ça, mais c'est vrai qu'il y a un côté où tout expliquer peut rendre fou, voire triste, parce que quand tu peux expliquer plein de choses, tu te dis bon bah en fait, on peut pas faire grand chose, quoi, tu vois, il y a un côté défaitiste, ça. quoi. Ouais, en fait c'est ça, en fait j'ai l'impression que c'est un peu, tu sais, le pari pascalien, tu vois, c'est genre bon bah choisis ton camp. Il y avait un petit peu ce truc là. Ouais, choisis ton truc, et même si, en fait, finalement, tu vois, le ZTT, enfin, je veux dire, la science, le rationalisme, même s'il il se brande comme étant, tu sais, la vérité absolue, bah, en fait, aujourd'hui, j'en suis un peu moins sûre, en fait, tu vois, je me dis, finalement, après tout ce que j'ai vécu, est-ce que je crois encore que le monde n'est que... ce qu'on voit, enfin, je sais pas comment dire, il y a un genre de biais qui, je trouve, existe aussi chez les zététiciens. Donc voilà. Bien sûr. Donc en fait, alors justement, il y a pour moi, Primum qui veut bien discuter quelques minutes si tu veux. Ouais, tu peux, Primum. Hein. En plus, c'est chill et tout, donc il n'y a pas de problème. Ça peut être intéressant d'avoir ton avis aussi, parce que toi, tu es considéré comme zététicien, façon de parler. Enfin, tu fais partie de la sphère zététique. Et c'est vrai que moi, par exemple, j'essaie de garder ce côté un petit peu ouvert. C'est ce que je disais l'autre fois. C'est le principe de la psychologie anomalistique aussi, quand on a Renaud Evrard qui vient. C'est-à-dire, en gros, considérer que tout ce qui a été vécu par la personne est comme une certaine réalité, en fait. Et ça veut pas dire qu'on doit dire oui, t'as vu des fantômes, c'est juste dire tu penses que tu les as vus, je comprends que tu penses vraiment les avoir vus, tu vois. Et après, derrière, tu réobjectives, réobjectivation un petit peu de ce qu'il en est. Et c'est vrai que sinon, la décompensation psychologique et tout, elle peut être très dure, donc même par la zététique, hein. Moi je suis passé par des périodes, et c'est pas la zététique qui m'a mis dans cet état, mais en gros, me rendre compte que je suis parti en couille totale, que je faisais de l'alchimie dans ma cuisine, mais que finalement, voilà, tout s'explique et tout. Et, bon, il y a un moment donné où t'es là, tu fais et il te faut du temps, et c'est pas facile. Alors, Primum, tiens, vas-y, je te laisse venir. Après un premier compliment, je te laisse dire directement à Amélie ce que tu voulais lui dire, du coup, en même temps. On t'entend ou pas? Ouais, on t'entend. Oui, on t'entend. Tu m'entends? On Tu t'entend. m'entends? Ouais. On t'entend. Bon, bonjour Amélie, enchanté. Bonjour. Bon, on se connaît pas, mais moi je suis un peu de ton travail. J'ai beaucoup aimé ton débat, ton dernier débat là avec, Avec Dora. ta collaboratrice sur où vous avez parlé des concepts de féminité et de féminité. J'ai trouvé ça très intéressant. J'étais en voiture, c'était parfait. Non, je voulais juste réagir sur le côté nihilisme du scepticisme. Alors je comprends cette tendance. C'est une tendance qu'on peut avoir au départ. Je l'ai eu moi-même. D'avoir souvent, c'est que ça désenchante le monde. Alors, en fait, du tout, c'est encore plus merveilleux de mon point de vue, parce que justement, tu expliques des choses. Primum, tu peux mais ça te répéter montre parce que ça a coupé. l'immensité de ton Ouais. Désolé. En fait, savoir des choses et pouvoir les expliquer, ça ne fait qu'augmenter la sphère des choses que tu ne connais pas, et donc ça éclaire encore plus sur ton inconnaissance du monde et ce qui reste encore à découvrir. Et ça, c'est vachement plus fascinant en fait. Et ça, tu vois, par exemple, on est capable de remonter jusqu'à quelques milliardième de seconde juste avant le Big Bang, et là on peut expliquer des trucs, et là on peut plus expliquer. Ouais, mais ça montre tout ce qui nous reste à savoir et tout ce qui nous reste à découvrir. Vous parlez du pari de Pascal, que je comprends tout à fait, hein. Mais est-ce que vous connaissez le concept de la sphère d'incertitude?
Non, mais je crois que j'ai un truc qui doit y ressembler dans. Mais explique et je vais voir. En gros, quand on sait quelque chose, faut voir la connaissance comme une sphère. Plus on connaît de choses, plus elle grandit. Donc la sphère en elle-même a un volume de plus en plus important, donc on sait de plus en plus de choses. Sauf que les bordures de la sphère, c'est tout ce qu'on ne connaît pas. Et plus la sphère grandit, et ben plus il y a de choses qu'on ne connaît pas. Et donc plus l'univers de l'inconnu est important. Et c'est le principe de Dunning-Kruger. Donc voilà, c'est juste pour dire. Ok. Mais j'ai l'impression qu'en fait... non, c'est pas exactement ça, Dunning-Kruger. Dunning-Kruger, c'est l'incapacité. Ouais. On t'a perdu. Vas-y, finis. Vas-y, Dunning-Kruger, vas-y, définis Dunning-Kruger. Parce que pour moi, c'était vraiment le côté. Ah bah, on t'a pas entendu en fait, c'est pour ça. Dunning-Kruger, c'était quoi du coup? Vas-y. On a perdu Primum. Dunning-Kruger, c'est juste ton incapacité à estimer ton niveau. Ok. Ah, ok. Ah, oui, c'est vrai, c'est Dunning-Kruger, ok. Donc, alors vas-y. Mais en fait, j'ai. Ouais, voilà, c'est tout. Ok. Moi, j'ai pas l'impression que. Alors, déjà, moi, cette fameuse sphère de connaissance, pas connaissance, moi, j'appelle ça l'ordre et le chaos. C'est la version, on va dire, archétypale de ça. C'est. L'ordre, c'est tout ce qu'on sait, et le chaos, c'est l'infini de tout ce qu'on ne sait pas, quoi. Après, j'ai l'impression que ce que tu dis. En fait, ce que je remarque là dans les trois, nous trois, quand on parle, c'est que je pense on a un type de caractère. Vous savez, dans le Big Five, le système océan, il y a un des traits de caractère qui est l'openness, donc l'ouverture d'esprit. Et donc, c'est cette capacité à justement être ouvert au nouveau. Je sais pas comment dire. Ouvert la nouveauté. Ouais, à la nouveauté, exactement, aux nouvelles idées. Et on arrive à tenir un certain degré d'incertitude. En fait, on peut nager dans des eaux plus chaotiques et pas obligé d'être certain de tout. Chose que certaines personnes, par exemple, qui sont beaucoup plus basses en ouverture d'esprit, vont avoir beaucoup de mal à vivre. Donc voilà, c'est un des traits de la personnalité. Et donc, j'imagine que, tu vois, tu peux être zététicien, mais avec justement une grande ouverture d'esprit, ce qui fait que finalement, tu te fermes pas à l'infinité, tu vois, t'es pas dérouté tant que ça par l'infini de l'inconnu. Mais j'ai pas l'impression que ça soit comment dire, le fondement de la, je sais pas comment dire, c'est pas le caractère fondamental de la zététique. C'est là que je suis pas d'accord. C'est là que je suis pas d'accord, parce que la zététique, c'est juste l'application de la méthode scientifique, et la science, c'est de rester ouvert aux hypothèses, puisque on doit pouvoir remettre en permanence, on doit pouvoir être, ouvert aux hypothèses, parce qu'on doit pouvoir remettre en cause, en gros, toutes ces connaissances en permanence. Alors c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a des connaissances qu'on peut pas vraiment remettre en cause, mais dans l'idée, le scepticisme, c'est justement de savoir rester ouvert aux hypothèses alternes, parce que justement, elles peuvent proposer une meilleure explication du monde. En fait, en vrai, j'ai envie de te dire, il y a le bon et il y a le mauvais. Sceptique, le bon sceptique, c'est celui qui reste ouvert. Oui, dans ce cas-là, on est d'accord. Ouais. Et en fait, en vrai, si tu discutes vraiment avec des sceptiques, ils sont tous ouverts à ça. Ils ont même tous une part d'ésotérisme en eux. Tu vois, moi, je rêverais de recevoir ma lettre pour aller à Poudlard. Tu vois, j'ai aucun problème avec ça. Mais j'ai aucun problème à croire au petit monde. J'ai aucun problème à croire à la force. J'ai aucun problème à croire aux fantômes. Ça, j'aimerais que ça existe. Le problème, c'est que j'ai tellement envie que ça existe que je m'inflige une discipline pour ne pas croire n'importe quoi. Alors oui, j'ai beaucoup de désillusions, mais j'ai envie d'y croire. Et c'est parce que j'ai envie d'y croire et que j'ai pas envie de croire à n'importe quoi que je m'oblige à m'appliquer une méthode, parce que si ça existe, j'ai besoin de le savoir. En fait, tu veux pas te laisser aller à ta subjectivité la plus totale, c'est aussi ça, parce que moi, c'était ça aussi à l'époque, c'est que je me laissais aller à une certaine subjectivité, et après... Tu perds tes barrières de sécurité qui te permettent de dire bon, peut-être que ça c'est un peu un délire quand même, on va éviter d'aller trop loin. L'un des grands tenants de la sphère sceptique zététique sur YouTube. On t'entend plus. Primum, t'as son. Et Thomas Durand, un Servandax, le mec qui écrit de la fantaisie. Oui, il fait de la fantaisie, du fantastique. Ouais, désolé, j'ai eu un appel, il faut que je vous laisse. Allez, des bisous. J'ai eu un appel, il faut que je vous laisse. Voilà, c'était le petit passage de Primum. Des bisous à toi. En tout cas, ça fait plaisir, Amélie.
Voilà. Avec plaisir, à la prochaine. Voilà, un zététicien ouvert d'esprit malgré tout. Mais c'est vrai que c'est pas évident et je Mais, comprends bien. Alors, du en coup, vrai, qu'est-ce que t'en en penses fait, de tout ça? Vas-y. Mais en fait, je suis exactement pareil. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est que je vais pas non plus croire à tout et n'importe quoi. Pour moi, je sais pas comment dire, la foi c'est juste, enfin ma foi personnelle qu'il y a un truc supérieur, on va dire, même si j'ai pas vraiment de mots pour. C'est juste, je le vis, c'est un peu de la phénoménologie, j'ai toujours du mal à dire ce mot, mais phénoménologie, c'est-à-dire c'est juste, j'ai la foi en ce petit espace de choses que j'ai expérimenté. Et c'est tout en fait, c'est genre ça s'arrête là, je vais pas. Par exemple. Ah oui, alors il y a un truc intéressant quand même, c'est que la façon dont je fais un peu cohabiter quand même mon côté zététicien et mon côté un peu plus perché, c'est que j'ai par exemple une pensée que j'ai appelée la pensée quantique. C'est-à-dire que pour un sujet donné, des fois je fais cohabiter ensemble deux paradigmes. Je vais te donner un exemple. J'adore toutes les histoires sur les extraterrestres. D'accord. Mais Abduction, je etc. sais... Ouais, pas forcément abduction, non, c'est plus en fait c'est plus en rapport avec les vieux mythes mésopotamiens et la création. Les Ça anciens s'appelle astronomes, quoi, plutôt. Exactement. Ça, j'adore. Genre le jour où j'ai commencé à entendre des histoires de ça, mon cœur il a palpité, j'étais transcendée quoi. Et je sais que rationnellement il y a plein de trucs qui ont été falsifiés et que ça se trouve c'est pas du tout ça et en fait voilà. Mais je sais pas comment dire, ça me donne quand même une grille de lecture qui est quand même intéressante. Je sais pas comment dire, dans la manière dont je lis les anciens textes, je sais pas, bibliques ou autres, je trouve qu'il y a quand même des trucs intéressants. Et donc, je fais cohabiter les deux. C'est-à-dire que je sais que c'est pas... c'est scientifiquement pas du tout forcément prouvé. Je vais pas m'amuser à les crier sur tous les toits que bientôt les Anunnaki vont revenir ou je sais pas quoi, tu vois. Mais ça fait partie, c'est-à-dire que si demain il y a des extraterrestres qui débarquent sur Terre, je serais pas choquée. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Puis même, c'est une culture, hein. C'est une vraie culture. Qu'on le veuille ou Ouais, non, et puis Robert Charroux, etc., Garaudy ouais. à l'époque. Alors après, ça représente en plus des courants particuliers de l'époque, mais c'est des gens qui ont amené le courant voilà, du mythe des anciens astronautes. Et, Non, mais et ça, en vrai, derrière, t'as tout le courant alchimique qui peut se coller à ça. Exactement. T'as les Rosicruciens, tu peux aller jusqu'à la franc-maçonnerie. Après, on parle du 18e siècle avec Blavatsky et les autres. Donc c'est assez intéressant de voir aussi toutes ces interconnexions et l'histoire qui est créée. En fait, c'est une histoire parallèle, hein, bien entendu. c'est ça, Mais, exactement. voilà, c'est une histoire parallèle. Les gens font une nouvelle mythologie. Et c'est un peu le principe de la scientologie. Moi, personnellement, j'adore les histoires des sectes aussi, un peu. Alors, on en parlait aussi avec de la vie, hein, c'est ça, quoi. C'est ce côté, c'est fascinant. Et même pour l'oreille, moi, j'adore écouter Paul Ponceau quand il parle du projet Bluebeam. Je connais pas Paul Ponceau, mais... C'est un complotiste total qui te dit qu'il y a des portails organiques et tout, que voilà, c'est compliqué quoi. Il va y avoir une grosse invasion, machin. En fait, très très particulier, tout est mélangé. Et en plus, il pense être médium et tout. Mais c'est, comment dire, c'est extraordinaire à écouter. C'est-à-dire quand il parle du projet Bluebeam chez Bob vous dit tout de la vérité, c'est extraordinaire. Dans le sens de, voilà, c'est fascinant quoi. Ouais, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça, que c'est fascinant et que je vais pas aller me priver de cette culture et de cette inspiration, tu vois, parce que je trouve ça aussi hyper inspirant dans... Enfin, moi, il y a beaucoup de choses qui me parlent, tu vois, qui font écho avec des trucs que je peux vivre aussi juste personnellement, tu vois. Donc, moi, je trouve que, voilà, c'est le genre de truc que, du coup, je garde, tu vois, en pensée quantique. Ouais, c'est ça, en pensée... C'est ce que j'appelle la pensée quantique, c'est comme ça que j'explique aux gens pourquoi je peux faire cohabiter deux trucs en même temps dans ma tête. Et je trouve ça pas choquant, mais encore une fois, tu vois, c'est une des particularités justement du trait de caractère ouverture, je pense. Voilà. D'accord. Et alors, il y en a qui demandent pas mal, parce que dans le chat, je vois qu'il y a des gens qui te connaissent aussi. Ils disent qu'est-ce que tu penses de Dora Muto? Est-ce que tu fais partie d'un courant quelconque, etc. Parce que la question est posée, donc on la pose quand même. Est-ce que je fais partie d'un courant quelconque? Pour l'instant, non. J'espère un jour pouvoir trouver un courant qui me correspond. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il y a des gens qui essayent de me dire que je suis conservatrice, ce qui est vraiment pas vraiment le cas. En fait, je crois qu'aujourd'hui, on est dans un espèce d'entre-deux bizarre où il y a deux camps. Il y a le camp des progressistes à fond qui sont prêts à aller jusqu'au transhumanisme. C'est vraiment genre l'autoroute de la dégénérescence. Et en fait, en réaction à ça, t'as cette espèce de gens qui sont hyper conservateurs
et qui veulent absolument revenir comme avant. Voilà. Il y a 100 ans, 200 ans en arrière. Ouais, c'est ça. Et en fait, moi j'ai l'impression qu'il faudrait proposer un nouveau modèle qui soit pas celui donc des progressistes d'aujourd'hui, parce que je pense qu'ils perdent beaucoup de... Enfin, ils essayent de faire une tabula rasa qui est pas du tout adaptée à notre biologie, par exemple. Mais je suis pas non plus pour revenir il y a 200 ans, tu vois. Enfin, je trouve ça... archétypes, très anciens. La je suis femme pour... qui serait soumise. Je suis pour un petit peu... Moi, je pense qu'il y a des archétypes quand même profonds qui sont importants parce qu'ils sont en relation avec notre biologie. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec rien que le fait que, tu vois, il y ait Internet ou des choses comme ça change totalement notre perception et notre conception de la vie, tu vois. Donc voilà, moi je suis dans le courant néo-conservateur, on va dire ça comme ça, je sais pas si ça se dit, mais en gros je suis ouverte au dialogue avec plein de gens parce que justement j'ai l'impression qu'il faut que collectivement on réinvente une petite amélioration, une petite update sur le modèle conservateur. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je parle notamment à Dora Muto. Franchement, Dora, je la connais depuis super longtemps, je la suis depuis vraiment peut-être 6-7 ans, quoi. Donc en fait, je l'ai connue bien avant qu'elle soit féministe, bien avant que moi-même je sois féministe. Donc on va dire qu'il y a un truc... je la trouve attachante. Voilà, c'est tout. Je la trouve attachante. Je suis pas du tout d'accord avec la grande majorité des trucs qu'elle dit. Mais justement, dans cette idée de... En fait, pendant toutes ces années, j'ai vraiment... Je sais pas comment dire, c'est comme quand t'as une sœur ou une meilleure amie qui se met à penser un peu différent de toi. Oui, t'as du mal tu vas pas... Au début, t'es un comme peu en Elie mode... Simoun, hein. Elie Simoun avec Diodo. Il lui parle toujours, il l'appelle encore. Voilà. Ça le fait chier, quoi. Salut Thomas Sirix. Donc voilà, il y a un moment donné où... Thomas Sirix, mais bonjour. Oui. Et des bisous Thomas, t'as soutenu en plus MJ, j'ai vu ça chez Psycho, bon bref. Des bisous à toi Thomas. Mais effectivement, on soutient pas forcément... Moi par exemple, j'ai dit que je trouvais sympathique Conversano. Humainement, je trouve qu'il est pas... Voilà, c'est pas un mauvais gars, quoi, un mauvais bougre, comme on dit. Et je suis pas du tout d'accord avec ses idées, hein. Mais par contre, le gars, c'est une crème. Voilà. Alors c'est dur de dire ça parce qu'il y en a qui vont dire ah mais ça veut dire que t'es un facho. Non, c'est une crème, c'est tout. On va pas dire que c'est une pute si c'est pas une pute. En tout cas avec moi il a toujours été agréable. C'est comme Thomas Sirix, c'est une crème. Voilà. Bon, excusez-moi, je compare pas Thomas Sirix avec Conversano. Mais du coup, ouais, il y a un petit peu ce truc où, en fait, pour moi, si on veut inventer un nouveau modèle, j'étais vraiment dans l'optique, viens, je discute avec tout le monde et j'essaye de voir qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on ne garde pas, qu'est-ce qu'on met de côté et comment on fait pour essayer de faire un truc, enfin de proposer un truc qui soit vraiment intéressant, quoi. Mais là, j'avoue que le dialogue avec Dora m'a un petit peu déçue. D'accord. Dans le sens où j'ai trouvé qu'effectivement, elle avait pas vraiment le répondant que j'espérais, on va dire ça comme ça. Mais c'est une femme extrêmement intelligente. C'est vraiment, je pense qu'elle est juste encore un peu coincée dans une sorte de de légère dissonance cognitive, mais je pense que le jour où elle aura réglé cette petite dissonance cognitive, ça va être une fusée. Genre, elle est vraiment d'une perspicacité qui, moi, me fascine depuis des années. Donc, et puis c'est une machine à idées. Enfin, si vous suivez Dora Muto sur ses stories, vraiment tous les 4 matins, elle te sort une nouvelle idée de business. Enfin voilà, s'il y a des mecs qui sont un peu entrepreneurs allez suivre Dora Muto, elle vous pond une idée de business méga intéressante tous les 3 jours. Et c'est vraiment... Donc voilà, moi j'ai vu qu'il y en avait dans le chat... J'ai vu qu'il y en avait dans le chat qui disaient « Ouais, mais elle soutient des gens comme Casas Novas et compagnie, là. » Il y a un gros genre, semblerait-il. Donc vas-y, je laisse dire, vas-y. En fait, faut bien comprendre que... Enfin, moi, je suis pas du tout... J'ai jamais vraiment aimé Casas Novas parce que j'ai plusieurs de mes amis qui sont partis dans ce délire et... En plus, à l'époque, j'étais méga zététicienne, donc c'était vraiment horrible. Mais on va dire que je comprends pourquoi elle s'est penchée à son travail, parce qu'en fait, c'est un archétype du mec qui est...
qui était malade et qui s'est guérie tout seul, et elle était malade aussi, et les médecins pouvaient rien faire pour elle parce qu'en gros elle se faisait un peu bolos dans... Enfin voilà. Donc en fait j'ai l'impression qu'il faut aussi comprendre pourquoi les gens vont voir des gens comme Casasnovas, tu vois. Oui, tu malheureusement, peux... oui. Il faut le comprendre ça, sinon on peut pas leur parler. Ouais, donc, c'est ça. Et donc pour moi c'est pas choquant. Moi je comprends pourquoi elle est le voir. Elle est critique aussi sur d'autres points. Enfin, je sais même pas pourquoi on associe comme ça les gens. Genre parce que elle a dit que elle aimait bien une partie de Casasnovas et que moi je l'invite. Alors tout de suite, moi je suis problématique. Enfin, mais les gars, arrêtez. Genre tout le monde a des parties de leur réflexion qui sont intéressantes. Tout le monde a, je sais pas comment dire, tout le monde a des vécus différents aussi, des expériences différentes, donc je pense que c'est... Voilà. Et je pense qu'il faut pas faire du gros procès d'intention, du déshonneur par association directement, et associer directement la personne d'Amélie Menu par exemple à Dora, alors qu'elle la connaît, voilà. Dora va voir effectivement Casasnovas, peut en parler. C'est compliqué. C'est pas dire que... Enfin, vous savez, il y a des gens aussi qui sont là, comme je disais, si elle était malade et qu'elle était désespérée, ça peut s'expliquer qu'elle aille là-bas. Ça veut pas dire que c'est une bonne chose pour elle. Je pense pas que c'est vraiment une maladie très grave. Mais par contre, mais pour tester, tu vois. Ça se comprend qu'elle le fasse. Mais je comprends la démarche, malheureusement. Parce que quand par exemple, pas grand-chose qui t'est proposé et qu'il y a que la médecine et que t'y crois plus, ou que peut-être c'est désespéré, malheureusement... voilà, tu peux finir effectivement aller voir Casasnovas ou un médium ou je sais pas quel truc, ça va dépendre en fait des courants, et Casasnovas étant tellement gros, plus de chances d'aller le voir lui par moment que d'autres. Mais vas-y, je te laisse. Après, par exemple, pour donner un exemple sur Casasnovas, c'est quand même un des premiers en France qui a qui a fait la promotion, qui a fait la promotion du jeune. Et je suis désolée, là les monsieur comment on appelle ça, monsieur zététiciens pourront rien me dire. Il y a des centaines d'études aujourd'hui qui prouvent que le jeûne est extrêmement bon pour le corps. Dans certains cas, bien sûr, oui. Et même dans certains soins, on en parlait l'autre fois avec justement Primum, on expliquait pour certains types de cancers, certains types, pas tous. Avant la chimio, mais c'est le médecin qui va vous dire aussi que vous pouvez faire justement un jeûne, mais ça peut aider la chimio en fait à mieux fonctionner. Mais c'est pas dans tous les types, c'est pas tous les cancers. Lui, il est oncologue, donc il a pu nous expliquer justement par rapport à Crudy, qui lui disait mais non, on peut soigner tous les cancers. non, pas tous. Non, et demandez à votre médecin en fait, parce que voilà, si jamais vous pensez que vous allez effectivement guérir du cancer juste avec des jus de fruits, par contre là, c'est problématique pour vous. Ça veut pas dire que vous pouvez pas prendre de jus de fruits, mais faites gaffe parce que voilà, si vous êtes fragile, c'est votre vie qui est en jeu aussi, donc c'est important. Mais là-dessus, voilà, du coup, c'était juste pour dire ça. C'était pour dire, en fait, quand t'es intelligent, c'est... Je sais pas comment dire, j'ai l'impression que c'est assez facile d'aller piocher un peu partout parce que tu peux quand même facilement déduire ce qui a attiré ou pas du truc, tu vois. Après, on peut se faire avoir facilement aussi. Même si t'es intelligent, il y a un truc qui peut t'avoir. Il suffit d'avoir une période de faiblesse. Tu vois, genre, tu t'es fait quitter. T'as perdu tes financements, t'es en galère, tu vas en squat, tu tombes sur des gens bizarres mais sympas, tu vois, genre tu prends de la drogue, moi ça m'est arrivé. Et voilà, au bout d'un moment, tu peux croire que t'es un enfant indigo. Moi, c'est ce qui s'est passé. Ouais, mais bon, ça c'est pas. En fait, le truc c'est que c'est aussi un processus. Après, t'en reviens. En fait, c'est ça que je dis, quand t'es intelligent, tu sais, des fois t'entends un truc, ça te parle, et puis après tu le digères et t'en reviens, et voilà, au final. Faut accepter aussi que les gens... Par exemple, moi j'ai été végane pendant genre 3-4 ans, et puis en fait au bout de... Genre vers la fin, j'étais tellement carencée en fer que genre ma médecin m'a dit j'ai jamais vu un taux de fer aussi bas dans le sang de qui que ce soit. Et donc si tu veux, il y a un peu ce truc de... la vie c'est aussi des expériences, quoi. Tu fais tes propres expériences, tu vois que c'est pas fait pour toi et tu en reviens ou pas, en fait. Enfin, tu sais, je sais pas comment dire. Il y en a qui me reprochent mon relativisme dans les commentaires, mais je pense que c'est important aussi de comprendre, d'essayer de comprendre que ta vie et la vie des gens sont faites d'expériences et de recherches, hein, tout simplement. Malheureusement, alors ça c'est un truc, c'est vrai que je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont peut-être... Même les esthéticiens doivent être dégoûtés de ça, c'est-à-dire ils savent très bien que leurs efforts sont limités. C'est-à-dire en gros tu peux débunk quelqu'un,
Mais les gens iront quand même voir, ça se trouve. Enfin, tu pourras pas l'empêcher. Même s'ils sont au courant d'ailleurs du debunk, Ouais. des fois, certains qui ne sont pas passés par là vont quand même passer par ce processus. Donc, alors tu peux le limiter en informant, etc. Machin, mais malheureusement, ça. tu ne pourras pas. Par contre, c'est important de le faire, d'informer parce que justement, ça sert à ceux qui peuvent d'en sortir aussi. Donc, malheureusement, tu n'empêcheras pas un Cadas Novas d'exister, mais il faut aussi qu'il y ait quand même le travail derrière de fait. Mais par contre, faut pas jeter l'opprobre à tous ceux qui y passent ou qui ont eu une proximité parce que sinon on condamne tout le monde quasiment. Enfin, en tout cas, sur la plateforme C'est ça. YouTube, là, il y a beaucoup de gens qu'on pourrait condamner sans aucun problème parce que t'as connu machin, t'as serré la main bidule et t'as fait tel truc. C'est pas possible, c'est compliqué. Ouais. Et il y en a Clairement. qui on pardonne plus que d'autres, et dans ce cas-là, c'est un deux poids deux mesures. Donc, non. D'accord, donc là-dessus, c'est à peu près expliqué. Et alors, du coup, tu connais Mosmat Jérôme et tu fais des podcasts avec lui. Alors, en quoi ça consiste? Tiens, pour parler un petit peu de tout ça. Mes podcasts? Ouais. Alors, donc Mosma Jérôme, je l'ai rencontré il y a genre quasiment un an en fait. C'était en décembre dernier. Parce que il m'avait envoyé toute sa bibliographie. Non mais le gars adorable quoi. Il m'a envoyé toute sa bibliographie de tous les trucs, toutes les études sur les relations hommes-femmes. Donc vraiment un amour quoi. Genre tu cherchais ça, tiens, voilà, je te donne ma bibliothèque, c'est cadeau et tout. Donc j'ai trouvé ça vraiment fair play et honnête de sa part. Et puis du coup on s'est vus et en fait on commençait à avoir des discussions plus ou moins houleuses de temps en temps. Et à chaque fois je me disais mais c'est incroyable en fait, mais ces trucs-là, ces conversations-là, si on les mettait sur internet, les gens pèteraient des câbles. Et du coup... c'est ce qu'on a fait en fait. Simplement, on n'avait pas le matériel, on savait pas trop comment faire parce que il nous manquait beaucoup de choses et moi j'ai pas beaucoup d'argent. Donc on a simplement lancé une campagne de dons qui a été un carton absolu. D'ailleurs, s'il y en a qui ont participé dans le chat, ouais. je les remercie. Et voilà, et on a juste... on a commencé et on fait ce podcast qui en gros l'idée c'est cette idée de aujourd'hui les hommes et les femmes sont on va dire comment on dit sont séparés un peu tu sais parce que il y a beaucoup de misogynie d'un côté et de misandrie de l'autre et nous notre objectif c'était un peu de discuter des sujets un peu chauds et d'essayer de réunir voilà tout de réunir les hommes et les femmes quoi. Après la chose que je pourrais faire, la chose que je pourrais quand même dire, c'est que maintenant qu'on est et que je suis en train de monter les épisodes, je me rends compte qu'en fait on n'est pas si éloigné. Enfin, en fait au début je voulais vraiment le faire comme un genre de débat / discussion. Et en fait je me rends compte qu'on est quand même très d'accord sur beaucoup de choses en fait. Donc voilà. Donc en fait c'est plus vraiment genre une discussion et une sorte de conclusion de beaucoup de choses qu'on a Mûri avec le temps, ouais. Mûri exactement sur les relations hommes-femmes et tout. Et donc voilà, en gros c'est ça quoi. C'est un peu un gros résumé de plein de choses. Et je trouve ça assez cool. Même si je commence à en avoir un peu marre là de monter ma voix et sa voix pendant des heures, j'en peux plus. Mais fatigant, sinon ça, voilà. c'est tout un travail effectivement qui doit Ouais. être Puis, accablant. Vas-y. souvent j'ai 2 heures de rush et que je dois mettre en genre 1 heure. C'est vraiment un casse-tête, c'est assez dur. Mais voilà. D'accord, très bien. Et après, j'allais dire, effectivement, ça me paraît pas illogique. Vous collaborez ensemble dans un travail, vous essayez de réfléchir ensemble sur certaines idées. Vous avez un but d'essayer de rapprocher, en gros, les deux sexes, on va dire. Donc, oui, je pense que au fur et à mesure, quand tu connais quelqu'un, tu trouves quand même plus de points communs en principe que de points de discorde, même s'il y en a, malgré tout. Moi, il y a des gens avec qui je suis pas d'accord sur profondément au niveau politique, progressisme et tout, mais humainement, voilà, on finit par les apprécier, on finit par tomber d'accord sur des trucs. Donc, après, voilà, c'est pas forcément évident. Et derrière, on me demandait dans le chat justement, est-ce que tu mets dos à dos finalement les misandres et les misogynes ou Ouais. pas Oui, j'ai vu cette question et totalement. Pour moi, je mets totalement misandre et misogyne dos à dos. J'ai l'impression que l'un est une réponse à l'autre. Mais alors, j'ai défini 2 types de misogynie. Il y a ce que j'appelle la misogynie de mépris et la misogynie de ressentiment. Et en fait, pour moi, la misogynie de mépris, tu vois, c'est les mecs qui sont au top de la hiérarchie et qui, en gros, s'en foutent complètement, on va dire,
des femmes, mais tu sais, un peu parce qu'en fait, ils ont tellement le choix qu'ils s'en foutent de mal les traiter et de les prendre un peu pour des objets, puisque de toute façon, dès qu'il y en a une qui va partir, il y en a une autre qui la remplacera automatiquement, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Puis t'as aussi ceux qui sont incels et qui font pareil parce qu'ils pensent qu'ils sont comme ça, mais en fait, ils le vivent jamais. C'est très bizarre. Du coup, Attends, de quoi? T'as ceux qui sont un peu incel, tu sais, genre voilà, Ouais, célibataires bah, forcés, quoi, et qui pensent être comme ça, tu vois, genre, et qui se comportent pareil, mais bah, ils baissent pas en fait, donc c'est débile. Eh ben, pour moi, ça c'est la misogynie de ressentiment, c'est le deuxième, qui en fait est une misogynie qui vient de En fait, je t'explique, pour moi, c'est un peu une échelle, genre il y a en fait, c'est misogynie Par rapport aux de intensités, mépris. quoi. Ouais. C'est misogynie mépris en haut de la hiérarchie, qui du coup fait vivre des trucs horribles aux femmes, qui du coup deviennent misandres de ressentiment. Et en fait, comme elles peuvent pas défouler leur misandrie sur les mecs au top de la hiérarchie parce qu'en fait ils en ont juste rien à foutre, elles se défoulent sur les gars plus bas dans la hiérarchie. Et c'est eux qui du coup vont se mettre à avoir de la misogynie de ressentiment, parce que du coup c'est en réaction à la misandrie de ressentiment. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois bien. Est-ce que ça fait sens? Bah, ça paraît. Oui, après, je pense qu'après, il y a peut-être d'autres types. Voilà, mais effectivement, dans les deux archétypes les plus forts, ça doit être effectivement ça, dans ce qui est le plus représenté. Et puis après, il y a aussi une culture par rapport à ça. Hein. C'est vrai qu'il y a eu très longtemps cette façon de voir la femme. Ou sinon, on la divinise un peu, hein, ce qui est aussi une forme de misogynie. Moi j'ai appelé ça la misogynie d'imitation. Genre par exemple tu vois le gros beauf qui va être très misogyne juste en faisant ses blagues machin et tout. J'ai l'impression que c'est aussi une façon tu sais d'imiter les gens en haut de la hiérarchie. Si t'es misogyne en imitant les gars au top de la hiérarchie, alors quelque part ça te donne, tu vois ce que je veux dire, ça te donne cette aura de mec qui s'en fout. Enfin, pour moi, il y avait aussi un petit peu de ça. Bien sûr, oui, il y en a peut-être qui dans font genre... dans la culture, tu vois. Oui, souvent ça fait des blagues qui tombent un peu à l'eau d'ailleurs. Enfin, ça dépend, avec qui t'es entouré, mais on va dire que quand t'as des gens à peu près, voilà, on va dire qu'ils sont pas spécialement misogynes, ça fait flop. Ouais, c'est pas grave. C'est exactement ça. C'est pas grave, après ils ont le droit, hein, mais je laisse faire. Hein, des fois, nous on avait Monsieur Pollux qui aime bien ce genre de blague et tout, mais des fois on lui dit non, mais c'est pas ouf quoi. Et après, voilà. Mais il y en a plein, il y a pas que Monsieur Pollux, il y en a plein ici dans le Discord. Je vous vois, hein, on vous connaît. Moi j'en fréquente pas mal du coup maintenant que j'ai pas mal de gars qui sont plutôt micto, enfin en fait ils viennent de chez Moss. C'est un peu la communauté des Red Pill, etc. Donc j'en fréquente de plus en plus et bon des fois je suis un peu en PLS. Oui, c'est fatigant. Il y a la féministe en moi qui s'installe comme ça en position latérale de sécurité qui fait tout va bien, allez c'est pas grave. Mais bon j'essaie de pas trop en tenir compte non plus. Enfin bon, voilà, c'est comme ça quoi. D'accord. Et alors au niveau de la plateforme et tout, t'es sur YouTube. Est-ce que t'as envie d'évoluer, d'aller sur d'autres trucs? Est-ce que t'as envie d'en faire ton métier réellement du coup, parce que t'es youtubeuse depuis longtemps. Comment tu vois tout ça, l'avenir un peu? En fait, là j'ai pas trop d'argent, donc je vais peut-être à la rentrée prendre un petit job dans un média de droite. Je vais pas trop m'avancer parce que je sais pas encore lequel. Marrant. Ok. Voilà, donc peut-être que je vais me retrouver journaliste d'ici peu. Mais en vrai, dans l'idéal, j'aimerais beaucoup faire grandir ma chaîne en fait. Bien sûr. Et continuer les podcasts, continuer les interviews, continuer un peu ma recherche en fait. Je trouve qu'il y a un truc, c'est que quand t'es influenceur, influenceuse, appelons ça comme ça, j'ai l'impression que beaucoup de gens se rendent pas compte, mais il faut avoir un message en fait. Tu peux pas juste être... Enfin pour moi, hein, tu peux pas être influenceuse. Ouais, c'est juste pour montrer ta vie, tu vois, ça a pas d'intérêt. C'est ce que je faisais genre il y a quelques années. Et très très vite, j'en ai eu très très marre de moi. Je sais pas comment dire, il y avait un truc, soit t'es complètement narcissique, en amour de ta tête et t'es capable de te voir tous les jours, voir ta tête raconter des trucs, soit au bout d'un moment tu disjonctes. Et en fait là, t'as besoin d'un vrai message en fait, t'as besoin d'une profondeur, d'un truc. Et donc là pour moi, je suis encore un peu à ce stade où je cherche un vrai message, un vrai truc concret. J'écris beaucoup, je fais beaucoup de choses pour essayer de... Voilà, je discute, etc. Et quand j'aurai trouvé
le truc qui me plaît bien, je sais pas comment dire, le message que j'ai envie d'avoir. Là, je pense que je commencerai à écrire des livres ou voilà. Peut-être que je referai de la musique ou des choses comme ça, mais en tout cas, je serai beaucoup plus proactive dans le message que j'ai envie de donner. Mais voilà, pour l'instant, je suis encore en recherche. Voilà. Donc peut-être un avenir de journaliste intéressant. Donc Ouais. finalement t'as quand même pas mal de hype. Alors comment t'expliques cette hype autour de toi? Parce qu'il y a pas mal de gens qui ont réagi à tes vidéos, que ce soit de gauche, machin et tout. Comment tu vois tout ça? Cette hype, je sais Ouais. pas si on peut appeler Un ça petit une peu, quand hype même. parce que il y a pas non plus beaucoup de gens qui ont réagi à mon truc. Enfin, je veux dire, je suis pas non plus explosé le plafond. Donc j'appellerais pas ça une hype, mais je pense que l'intérêt il vient du fait que je vais être honnête. Je vais être un petit peu honnête. Vas-y. Ça va peut-être paraître un petit peu péteux, mais je pense que je suis une femme très intelligente. On va dire intelligente, pour pas dire très, mais intelligente. Et surtout, j'ai passé beaucoup de temps à construire une pensée. Dans mon coin, toute seule, j'ai fait le taf. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, c'est assez rare. Et notamment à droite. D'avoir des femmes qui ont pris le temps de se construire, on va dire ça comme ça. Et Il y a un du concept coup, et tout, effectivement. C'est arrivé Ouais. avec un vrai concept construit. Enfin, moi, je sais que quand j'ai eu le retour, je me fais ah, tiens, c'est intéressant, on va regarder et tout. Et ça faisait plaisir de voir un truc en plus super carré, quoi. Donc, tu fais là. Mhm. Bah du coup voilà c'est ça, je pense que c'est pour ça qu'il y a une petite hype autour de ce que je fais, mais c'est parce que en fait ça fait presque 10 ans que je taffe sur ça en fait, donc je vois pas pourquoi tu sais au bout d'un moment ça marcherait pas quoi. Voilà. Alors après, pour ceux que ça choquerait, moi par exemple, la chaîne, on en a déjà parlé, alors je pense pas être ultra intelligent. Par contre, je pense avoir une certaine intelligence pour avoir fait ce que j'ai fait, me dire voilà, faut avoir des contacts, essayer de tenter de faire certaines choses. Et il faut reconnaître aux gens le travail qu'ils ont en amont qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, voilà, il y a du travail de long terme, d'observation, du temps d'attente, la création c'est particulier. Et effectivement, quand on arrive sur YouTube, au bout d'un moment, si tu arrives quand même à créer un certain intérêt, au bout d'un moment, c'est qu'il y a aussi un travail qui est derrière. Et la preuve, c'est qu'il y a eu des réacts de tout le milieu de gauche, par exemple. J'ai eu pas mal de réacts, que ce soit de Cassandre, que ce soit d'Annie Raz, etc. Machin. Donc c'est intéressant de voir que les gens voyaient ça d'une manière. Alors, se dire qu'est-ce qui se passe? Il y a une nouvelle droitarde. Voilà. Et en même temps, tu discutes avec quelqu'un, vous n'êtes pas forcément d'accord en plus dans le débat. Tes vidéos sont plutôt intéressantes parce que tu essayes de nuancer les trucs. Donc moi, je trouve ça plutôt pertinent. Et j'aime bien ta démarche aussi à l'ouverture. C'est-à-dire que tu as toujours eu. T'as toujours laissé transparaître cette impression et c'est vrai que t'as l'air d'amener une certaine ouverture d'esprit. Et j'aime bien, dans l'idée, j'aime bien l'idée. Donc, Dans l'idée, ouais. bah ouais, dans l'idée, oui, forcément, parce que Ouais, non, moi, mais c'est un bien peu sûr. le but, ma chaîne, c'est faire parler des gauchistes et des droitards ensemble, peut-être des complotistes avec des zététiciens, Ouais, avec ouais. des droitards ou des gauchistes, enfin, c'est compliqué tout ça. Donc, c'est un peu ça, moi. Donc, je vois un peu l'idée sociale qu'il peut y avoir derrière, en fait, dans le fond, en plus de ça, en plus du côté Ouais. créatif et artistique. Donc, c'est vachement bien. Et du coup, tiens, je vais te laisser parler avec des auditeurs. Je pense que Rébycraft a alors envie de poser des questions. Réby, Vas-y. bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu es là, Réby? Bonsoir. Alors, est-ce que tu Bonsoir. voulais parler avec Amélie? Et si vous voulez parler, pareil, vous nous le dites dans le chat du vocal. Réby, vas-y, c'est à toi. Eh bien, j'ai découvert ta chaîne YouTube grâce à l'algorithme de YouTube, car il m'a recommandé une de tes vidéos. C'était celle où tu disais qu'est-ce que le féminisme t'avait fait en termes d'inconvénients Mhm. et pourquoi tu étais plus de cette branche-là. Et plus tard, j'avais vu la vidéo où tu étais passé de cette période-là où tu avais les cheveux bleus, enfin la caricature qu'on connaît nos jours, Ouais. à la femme traditionnaliste. Allô. Après, j'ai aussi vu d'autres vidéos où tu parlais de ces sujets-là et d'autres qui étaient un petit peu plus éloignés, mais qui au final se rapprochent tous. Mhm. Et comme il y a des choses où je me reconnais plus ou moins dans le parcours, mais sans être dans les extrêmes pour autant, je me suis demandé, est-ce que toi tu as eu un père? Est-ce que j'ai eu un père? C'était Ouais, ça voilà. la question? Ok. Ouais, voilà. Dans le sens qui pouvait te donner des repères ou des choses comme ça. Alors, j'ai eu un père. Allô? Oui, Il y a on quelqu'un t'entend, là on t'entend. Ah, ok. On Parce qu'en fait, c'est bizarre, ça coupe totalement le bruit de très fond. Donc, particulier, Discord. ouais, ok. Alors, est-ce que j'ai eu un père? Mes parents sont divorcés quand même lorsque j'avais 6 ans.
Et j'ai eu un père un peu spécial, parce que c'était un père très bouddhiste. Je sais pas si ça se dit, mais c'était un bouddhiste intégriste. Ça existe. Non, si, ça existe. Je sais pas comment vous dire, mais vraiment très 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 croyant. Vraiment à cheval sur tous les trucs et tout. Donc j'ai eu un père un peu perché et pas très présent. Mais j'ai eu un père dans le sens où si on le voit en mode est-ce qu'il me donnait de l'amour ou des trucs comme ça, je pense que j'aurais pas pu avoir un père aussi aimant. Genre c'est vraiment l'amour en une seule personne quoi. Et il y a eu aussi ce truc où dès que j'avais une question un peu philosophique sur la vie, chose que je me posais beaucoup quand j'étais petite, genre par exemple qu'est-ce qui se passe quand on meurt, ou pourquoi les gens ils me bolossent quand je suis à l'école, ou ce genre de truc, il avait toujours une réponse incroyable à me donner. Et du coup voilà, j'ai eu un père, mais je sais pas si c'était le meilleur exemple masculin, mais en tout cas j'ai eu un père et je le considère plutôt comme quelqu'un de féminin, si on peut parler en termes d'énergie. Je pense qu'il était beaucoup dans son énergie féminine, voilà, dans la douceur, l'attention. Mais oui, j'ai eu un père. Voilà. Est-ce que ça répond à peu près à ta question ou pas? C'est pourquoi exactement? C'est parce que... Ça répond bien à ma question. Parce qu'il y avait des moments quand je voyais certaines de tes vidéos, j'avais l'impression que t'avais pas ce parent-là qui te guidait pour te dire quel danger il y avait dans la vie ou ce genre de choses. Donc moi je me suis dit qu'il était absent. Et que c'est pour ça que tu étais vraiment dans les extrêmes. Ben, je pense qu'il y a de ça, ouais. Je pense que clairement, il y a eu ce truc où... comment dire effectivement, j'ai manqué peut-être de... comment on peut rappeler de cadre. Ouais, c'est ça. J'ai manqué de cadre. Ouais, totalement. Surtout que lui, en plus, était vraiment perché de chez perché. Donc, vraiment, l'idée du cadre était... était ultra large et ultra flex. Mais je suis d'accord. Tu penses qu'il y a une relation entre croire dans les extrêmes, enfin partir dans les extrêmes et ne pas avoir un père qui te cadre? Ben, je dirais qu'il y a un peu de cas par cas. En ce qui me concerne, c'est que moi j'ai vécu chez le mien pendant 5 ans par choix. Parce que pour moi, un père peut tout aussi bien s'occuper de son enfant, même mieux que la mère, je trouve. Et je me dis que si j'avais pas vécu chez lui, peut-être que j'aurais été vraiment dans des extrêmes comme ça t'est arrivé en quelque sorte. Ouais. Donc quand j'avais appris dans telle ou telle partie d'une de tes vidéos qu'il t'est arrivé tel truc, que t'avais fait telle erreur, tout ça. Moi je me suis dit que je suis contente d'avoir vécu chez le mien quoi. Ouais, bah franchement c'est vrai que... Et d'ailleurs, c'est pour ça que aujourd'hui je suis beaucoup dans la promotion aussi, tu vois, des trucs un peu plus conservateurs, de type couple monogame et le père en tant que figure paternelle et la mère en tant que figure maternelle, parce que je vois bien, je sais pas comment dire, les répercussions que ça peut avoir aussi sur les enfants, quoi. Et là, on parle de moi, mais je vous parle même pas de mes frères, hein. C'est une catastrophe. Ah, c'est t'as des frères, comment... Alors, pourquoi c'est une catastrophe, si tu peux en parler? Bah, pas de cadre. Pas de cadre. Du coup, mon plus grand des petits frères, il a un caractère un petit peu autiste / antisocial. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de mal à juste rentrer dans la vraie vie, en fait. Il est complètement déconnecté, il est pas du tout... Enfin, ouais, c'est ça, en fait, on appelle ça un caractère antisocial, dans le sens où c'est vraiment, tu sais, le gars qui ne maîtrise pas sa colère, il ne comprend pas quand il fait mal, il ne comprend pas, il a aucune compréhension de la douleur de l'autre, de l'empathie, etc. Donc il est peut-être borderline et peut-être asocial, effectivement. Exactement. Et puis tu sais, il comprend pas les signes sociaux, etc. Donc bref, une catastrophe. Le côté autisme n'aide pas, oui, effectivement. Dans ce cas, ça fait une personnalité effectivement particulière. J'entends bien. J'entends bien. Comme les troubles ski, etc. Mais bon. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est en grande partie dû au fait que du coup, il y avait un père un peu trop fluide, on va dire ça comme ça.
D'accord. qui a pas fait son taf de père, quoi. Vous pouvez pas Bon. cadrer le truc, quoi. Mais après, c'est vrai que c'est peut-être pas évident non plus, du coup, dans ces situations. Mais après, de toute façon, une vie entière peut s'expliquer, justement. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment se déroule toute une vie et quelles sont les influences, les impacts aussi. C'est plutôt, plutôt fascinant parce qu'on réagit pas tous de la même manière, on n'est pas tous pareils. La tolière de la CAF, Rachid Père indigne. C'est chiant. Est-ce que tu as une autre question, Rébi, avant qu'on passe à un autre auditeur, s'il y a d'autres gens qui veulent te poser des questions? D'autres questions. Vas-y. Avant de poser d'autres questions, là j'avais une remarque à faire par rapport au féminisme, au masculinisme. C'est qu'il faut savoir que quand une femme veut être féministe ou un mec masculin, bah, c'est avant tout parce qu'en tant qu'être humain, on a des intérêts chacun à protéger. Et c'est que peu importe le courant de ces choses-là, l'idée c'est de simplement se défendre en quelque sorte et d'avoir chacun sa part de gâteau d'une façon ou une autre. J'ai pas tout compris. Non, non plus. Tu peux répéter, Rébi, en mode voilà, J'ai vulgarisation. l'impression que c'est... J'avais dit que ce qui pousse quelqu'un à être féministe chez les femmes ou masculiniste chez les hommes, Ouais. c'est le fait de protéger ses propres intérêts avant tout, en tant qu'être humain qui survit. Bah, ouais, mais société. pourquoi C'est ça, la base. Ouais, mais dans ce cas, il y a plus d'intérêt à pouvoir t'associer aux femmes ou aux hommes. Parce que bah, l'homme, voilà, c'est davantage, la femme aussi, etc. En plus, tu peux te reproduire, faire nique-nique, enfin, t'es moins stressé que d'être misogyne. Enfin, moi, j'ai toujours été avec beaucoup de femmes autour de moi parce que j'aime bien, quoi, c'est bien, c'est cool. Même les hommes, j'ai plus de mal, tu vois, par exemple. Après, moi, je suis peut-être misandre, tu vois, peut-être. Ah, moi, je suis plus entourée d'hommes que de femmes, mais voilà, je veux quand même protéger ma part du gâteau, quoi. Mais t'es pas misandre. Bof, ça dépend. Parce que Si je suis un peu. bonne humeur, je peux pas l'être. D'accord, ah tu peux être misandre, d'accord, ah, bah c'est sympa, tiens, merci. Mais d'accord, et qu'est-ce que tu... Alors donc, bah vas-y Amélie, qu'est-ce que t'en penses de cette petite possibilité? Qu'est-ce que j'en pense? Je pense qu'en effet, il y a certaines parties des féministes et des mascus qui défendent ça pour leurs propres intérêts, je suis d'accord. Mais je sais pas comment dire, en fait c'est complexe parce que si tu veux, tu suis pas une idéologie pour une seule et même raison, tu vois, ça peut être un mix de plein de choses comme ça peut être protéger tes propres intérêts, mais en même temps aussi il y a un truc de l'affect parce que je sais pas, par exemple tu t'es fait violer par un mec et donc forcément il y a une profonde affect qui va avec, ou par exemple je sais pas, ton père a été quelqu'un d'horrible, donc tu vois, t'as un genre de enfin j'ai l'impression que c'est un truc un peu multidimensionnel, multifactoriel, qui fait que bon, je peux pas vraiment dire oui ou non, mais je comprends que les femmes aujourd'hui pensent que le féminisme est dans leur intérêt, mais moi c'est justement ce que j'ai vraiment envie d'exprimer, c'est en fait on nous ment, le féminisme n'est absolument pas dans notre intérêt, et moi justement je trouve que la non-misandrie, la non-misogynie et on va dire l'entente entre les deux sexes est bien plus profitable aux deux que l'inverse. Donc voilà. Après, il y a autre chose aussi par rapport au féminisme, on pourrait aussi mettre ça pour masculinisme également, c'est que t'as d'un côté la définition de base que chacun réinterprète à sa façon pour diverses raisons, qui peut être par exemple le féminisme vu par une dame prolo qui lit pas beaucoup, ça sera pas pareil qu'une étudiante en sociologie par exemple. C'est sûr. Et l'autre côté, c'est celui où là je suis en train de venir, c'est celui qui est plus académique, que les gens ils apprennent pendant des études de sociaux, ou commencent à approfondir via des contenus un peu plus spécifiques là-dedans. Fait que d'une part, ça peut potentiellement se lier, mais d'un autre, ça change pas la nature de chaque personne qui peut se définir ou non comme telle. Parce que par exemple, une bonne femme peut se penser féministe, mais finalement ne pas correspondre aux critères des trucs sociaux, et inversement, je dirais. Ouais. Vas-y, c'est un truc, en fait c'est
c'est un truc que j'ai un peu remarqué en fait. Chaque féministe a un petit peu sa propre définition du féminisme et du coup, tu sais, selon quel courant et quel côté et quels avantages en fait elles ont. Et en fait, j'ai l'impression qu'elles utilisent aussi un petit peu ça, ce flou artistique, que dès que tu commences à discuter avec elles et que tu les mets dans une impasse intellectuelle, elles vont se faire une petite pirouette en disant ah non, mais en fait moi je crois pas à ce truc très spécifique du féminisme. Moi je crois plutôt à l'inverse. Et en fait elles vont faire un genre de tourniquet comme ça intellectuel pour te dire en fait je suis d'accord avec toi, mais sur les autres trucs je suis pas d'accord. Enfin tu vois, c'est un peu un des trucs aussi que j'ai du mal avec le féminisme, c'est que ouais, tout le monde l'utilise un petit peu pour ses propres intérêts, quoi. Et c'est plutôt les militants, en fait, ou les gens qui en parlent de manière un petit peu, comment dire, prosélyte, qui vont être un peu emmerdants, parce qu'ils vont avoir des prises de position un peu radicales sur certaines choses, et quand on commence à venir sur d'autres sujets, bah, ils savent pas trop quoi penser, des fois aussi. C'est-à-dire, il y a des sujets qu'on évoque pas trop, par exemple, dans le féminisme de gauche, je pense que c'est plutôt la biologie, par exemple. C'est des trucs qui sont compliqués. Dans les courants LGBT aussi, c'est des trucs qui peuvent amener à des grosses tensions. On l'a vu dans le débat avec Léo, etc. Donc, ouais, non, c'est pas simple. C'est pas simple. Et là-dessus, d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses un petit peu du combat LGBT qu'on voit beaucoup actuellement, un peu plus qu'avant? T'as un avis là-dessus, dans l'idée? C'est quoi que t'appelles le combat LGBT? Alors, va y avoir les courants LGBT classiques, jusque ce qu'on appellera le wokisme, du coup, que tu as évoqué forcément. Alors, le wokisme qui est une forme d'exagération de tout ça. Comment tu observes, toi, ça, dans l'idée? Comment tu le vois? En fait, tu vois, encore une fois, c'est compliqué parce qu'il y a plein de courants un peu partout. On va dire que quand j'étais jeune, je faisais partie de la communauté LGBT. Moi-même, je me suis à une époque revendiquée asexuelle, puis trans, puis en fait non-binaire. Donc voilà, j'ai fait partie, on va dire, de ce truc. Donc, sacré parcours, en effet. Donc, je veux dire, je comprends la réflexion et je sais tout à fait pourquoi il y a des gens qui en sont arrivés là. Maintenant... Attends, tu t'es pas mute. Non, c'est juste une erreur. Vas-y. Maintenant, j'ai un petit peu de problème avec... maintenant que je comprends profondément... Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai absolument rien contre les LGBT. C'est-à-dire, j'ai rien contre les gays, j'ai rien contre les lesbiennes, j'ai rien contre les trans. Je pense que ils ont toujours fait partie, on va dire, du spectre, du spectre dans la société, et que ils ont toujours eu une place à part dans les marginaux et dans les artistes. Et comme je suis une artiste, voilà, il y en a beaucoup qui me sont chers à mon cœur. Mais là où moi il y a quelque chose qui me pose problème, notamment avec les woke aujourd'hui, c'est qu'en gros ils utilisent une théorie qui s'appelle la French Theory, qui est tout le délire de déconstructivisme avec, tu sais, les trucs genre... Foucault, etc. Voilà, exactement. On est sur la vieille époque, ça transite Voilà. aux États-Unis, ça revient un petit peu avec le modèle aussi américain en partie, qui est un petit peu repompé sur certaines thèses, en fait, ça qui est étonnant, en fait. On pourrait se réapproprier directement notre French Theory directement aussi, hein, parce que c'est pas impossible. C'est vrai, mais en fait, on recycle un truc qui était déjà recyclé de nous. Enfin bref, c'est un espèce de melting pot qui est complètement, je sais pas comment dire, absurde et un peu déconnecté du réel, qui est une sorte de branlette intellectuelle qui mène vraiment nulle part. Parce que pour l'avoir vécu, c'est vraiment... ça ne mène nulle part. Et donc, dans tout ce délire de déconstruction, convergence des luttes, j'ai l'impression que les gens sont dans un... Alors pourquoi ça mène nulle part pour toi dans l'idée? C'est quoi? C'est le côté la vie normale que tu veux retrouver finalement après? C'est quoi? C'est le côté des illusions? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le... Alors, il y a plein de trucs. En fait, on a fait un podcast qui s'appelle Déconstruire la déconstruction avec Moss, qui sort là dimanche. D'accord. Dedans, on a été assez, je sais pas comment dire, assez... virulent? Non, construit en fait. Là, en impro comme ça, je sais pas ce que je peux recracher dans le temps imparti. Pour moi, il y a en fait, le problème, c'est que c'est tellement... la French Theory, c'est tellement un truc
je sais pas comment dire, d'universitaires qui se branlent un peu la nouille sur la signification de tous les mots, tu vois. C'est pas du tout mon mode de fonctionnement et de pensée, donc c'est toujours un peu complexe de me pencher dedans. Mais en gros, l'idée de la déconstruction déjà me paraît un petit peu, comment dire, étrange et pas spécialement intéressante. Dans le sens où, ok, tu déconstruis, mais tu déconstruis... en fait, ah là là, non mais en fait là ma pensée elle est partie. En fait, souvent on parle d'identité, hein, déconstruire une identité pour en avoir une nouvelle quelque part, ou sinon déconstruire des préceptes, etc. C'est vrai que moi, le grand débat que j'ai à chaque fois, que ce soit avec Dany Raz, avec Wissam quand je l'avais reçu, etc., c'est de dire, bon, souvent on joue avec des mots. Et ces mots en fait sont... Bah merci pour le raid, salut à tous. Mais en gros, on joue avec des mots des fois, genre par exemple, là la polémique c'était sur les petits blancs, le terme de race sociale, etc. Et effectivement, j'ai l'impression qu'on veut réintroduire des mots pour leur donner de nouveaux sens, et puis après on va sur des trucs où on veut avoir des subtilités. J'avais eu un débat justement avec Moufette, qui est une personne, donc une femme trans, une old tranny comme elle dit, et du coup elle jouait sur le terme du mot maladie en disant ouais, ça permet de reconnaître notre statut finalement dans la société et tout. Et je disais oui, mais il y a bien un traitement derrière par rapport à la dysphorie, donc du coup c'est une maladie. Et en fait on a tourné longtemps autour d'un mot, et après elle a reconnu qu'effectivement des fois ça sert pas à grand chose peut-être d'essayer de réfléchir longtemps sur de la sémantique pour essayer d'y donner un sens un peu plus profond et politique. Et en fait il y a une sorte de... Ouais, on se tord un peu l'esprit des fois pour pas grand chose, alors qu'on pourrait amener des concepts plus simples qui pourraient encore un peu plus rassembler sans forcément diviser et cliver avec des termes choquants et provocateurs, quoi. Donc c'est pour ça que... Même... Il y a aussi un truc que je pense que les gens ne comprennent pas, c'est que la base de la French Theory, on va dire ça comme ça, on va prendre très gros, c'est que il y a comment dire, attends, je réfléchis à ma phrase et je la sors. Pas de soucis. Ça fait cher, et je vous mets donc les liens en description de la chaîne de Amélie Menu et en même temps de Mouse Majoran, et je vous les mets dans les commentaires, comme ça vous pourrez aller découvrir les podcasts et en même temps la chaîne d'Amélie Menu si vous ne connaissez pas. Ça vous permettra d'aller voir un peu ce qui est fait en profondeur sur sa chaîne et sur le travail de Mouse Majoran aussi à ses côtés. Donc voilà, vas-y. Donc l'idée de la French Theory, c'est que en gros ce sont les gagnants qui ont écrit l'histoire, et comme ce sont les gagnants qui ont du coup écrit le langage, en fait le langage sont des symboles qui nous permettent de nous exprimer et qui finalement forment notre comment dire, construisent toute la structure sociale, nos sciences, etc. Tous les symboles qu'on a inventés, toute la culture et la science qu'on a développée pendant des milliers d'années a été écrite et définie par les gagnants de l'histoire. Donc, bon, à savoir l'oppresseur, quel qu'il soit, donc j'imagine le blanc hétéro-européen, un truc dans le genre. Ouais, l'Empire, etc. Les colons. Exactement. Donc ces gens-là ont défini un langage qui leur sont avantageux, c'est un peu ça l'idée. Et le truc qui est un petit peu, comment dire, que moi je trouve profondément mauvais, c'est que ils considèrent que tout ce qui sort de notre... Enfin, je sais pas comment dire, c'est que le langage est utilisé par les puissants pour prendre le contrôle, pour prendre le pouvoir en fait sur nous. Et c'est cette idée de pouvoir, moi, qui m'embête, c'est que leur vision du monde n'est basée que sur la notion de pouvoir, en fait. C'est genre, il y a juste des gens qui oppressent d'autres gens, et en fait, ça écarte totalement toutes les autres possibilités de, je sais pas, d'entraide, de construction, enfin... Je sais pas comment dire, voir le monde avec ce prisme en mode, en fait, tout ce qui sort de ta bouche n'est qu'une création de ton oppresseur. Je trouve ça hyper malsain, je trouve ça pas du tout constructif. Et donc leur idée, c'est de déconstruire le langage pour recréer leur propre langage qui serait du coup moins oppressif. Mais en fait... où est-ce que tu vas avec ça en fait, je veux dire, le langage inclusif, etc. Oui, et en fait moi il y a ce truc aussi, c'est que je sais pas si les gens connaissent bien la Bible ici, mais pour moi il y a un des trucs que j'adore, c'est un des tout petits mythes dans la Bible qui parle de la tour de Babel. La tour de Babel, en gros, c'est les gens ont commencé à construire une grande tour pour aller jusqu'à Dieu.
Et en fait, Dieu, en voyant que la tour arrivait vers lui, il a dit oula, mais en fait, faut que les gens ils arrêtent de construire cette tour. L'homme ne doit pas arriver jusqu'à moi. Et donc en fait, il détruit la tour. Et il fait en sorte que chaque humain parle une autre langue. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, pour moi, il y a un petit peu cette idée de quand tu déconstruis la langue, ah oui, du coup, les humains, chacun parlant leur langue, se sont dispersés un petit peu partout sur la Terre, parce qu'en fait, ils se comprenaient plus, donc ils pouvaient plus construire quelque chose ensemble. Mais pour moi, c'est hyper révélateur de... En fait, le langage est hyper important pour... je sais pas comment dire. Le langage est hyper important pour définir et construire quelque chose tous ensemble. Voilà, c'est tout. Et moi, ça a toujours été mon truc. C'est... je pense qu'il faut pas qu'on se fasse la guerre comme veulent le faire du coup les gens qui pensent que tout n'est qu'une relation d'oppresseur et d'oppressé, donc à savoir n'est qu'une question de pouvoir, mais c'est plutôt justement l'entraide et les choses qui nous réunissent qui vont qui va finalement construire quelque chose de mieux pour la suite et pas genre juste tout détruire comme comme une grande tour de Babel, quoi. En gros, alors si parce qu'il y en a qui vont, il y en a qui disent ah bon, peut-être que c'est un peu New Age la façon dont elle parle, mais après dans l'idée je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire en gros, au lieu d'utiliser un langage par exemple qui est souvent utilisé en politique pour cliver les gens, il y a moyen de plutôt les unir. Et c'est vrai qu'on peut choisir nos mots aussi. Donc il y a des éléments de langage en politique. Et c'est vrai qu'à gauche comme à droite, il y a certains types d'éléments de langage qui sont très utilisés, qui sont ultra clivants, faits pour provoquer, faits pour cliver encore un peu plus. Et effectivement, c'est pas comme ça qu'on va aller mieux dans l'idée. Donc je comprends un peu ta démarche de dire voilà, faut apaiser le truc et essayer d'utiliser peut-être le verbe d'une manière plus positive. Et c'est possible. Ouais, et je pense que... Et du coup, je pense que finalement... tu vois, toutes les revendications du woke, c'est presque un peu de la provoque, tu vois, j'ai l'impression. Il y a un truc où ça cherche la guerre, je sais pas comment dire, ça cherche la fight, la castagne. Oui, ça et provoque, voilà. quoi, ça provoque beaucoup et ça donne l'impression que oui, on va déconstruire vraiment l'empire colonial et masculiniste qui nous entoure. Et c'est vrai que Tifende est un bon exemple de tout ça en fait, représentatif d'une sorte de langage féminin. Non mais elle est intéressante dans sa manière de provoquer. Dans le débat de la cartouche, elle est très... c'est clair. Très imbue de sa personne et très arrogante en fait. C'est marrant parce que tu te dis bon, c'est compliqué parce que... Enfin même moi je connais plein de gens du courant de gauche, Twitch et tout, et il y a des moments où ils sont imbuvables aux yeux du public et je comprends pourquoi ils ont l'air imbuvables. Et pourtant moi je les connais pour certains du coup un petit peu plus, en privé, vite fait et tout, ils sont pas imbuvables. Et même des fois dans les émissions ils sont plutôt cool, mais par contre... il y a un comportement, une pédagogie qui manque et j'ai l'impression que toi c'est ce que tu essaies d'apporter. Qu'on soit d'accord ou non, la pédagogie est nécessaire et ça permet au moins d'amener le dialogue entre des courants qui ne seraient pas d'accord, etc. Et de pouvoir discuter au moins sur ce qui nous rapproche. Peut-être plus intéressant des fois que de se cliver, quoi. Tu vois, tu dis pédagogie, mais moi je serais même pas pour dire pédagogie, je dirais même plus juste discussion en fait, communication. Oui, je suis d'accord. Parce que bonne idée, oui. Pédagogie, il y a un petit côté un petit peu on t'apprend, alors qu'en fait souvent les gens ont leur propre paradigme, tu vois, c'est pas de la pédagogie en mode laisse-moi t'apprendre mon paradigme, c'est plus viens on discute et on voit où est-ce qu'on peut construire notre tour tous ensemble, tu vois. Alors moi quand je parle de pédagogie, c'est plus le côté d'accepter de se répéter pour expliquer ce qu'on veut dire en fait, et les concepts, etc. Et d'être moi, je le vois vraiment comme ça. C'est ça, c'est se rendre accessible à tous et de manière où c'est faut accepter en fait de prendre le temps nécessaire à pouvoir expliquer certaines choses sans forcément considérer que les gens sont bêtes, c'est juste de se dire peut-être il va falloir expliquer sous plusieurs angles en fait un concept parce que plein de gens vont l'interpréter en fait de mille et une manières et ça il faut le prendre en compte et c'est pas facile en plus mais bon c'est plus facile en live que sur une vidéo d'ailleurs et l'écriture peut permettre ça mais c'est toujours difficile parce que voilà il y a des choix, il y a une façon d'orienter les choses donc très difficile. Connais-tu l'andragogie? L'andragogie. Ouais, c'est un mot compliqué que je ne connais pas. 4 syllabes, ça devient compliqué, frère. Là, il va falloir me donner des mots un peu plus communs. Mais alors, du coup, tiens, est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Je crois que j'avais vu des gens qui disaient. Je regarde vite fait. Dites-moi si vous voulez prendre la parole dans le Discord, dans le vocal. Vous avez un petit chat, n'hésitez pas. Éducation des adultes, Patrick, bienvenue à toi, Patrick Nocent. Et je crois que c'était. Mais si je dis pas de bêtises, que je te retrouve. C'était qui me disait oui, je veux dire des trucs. Il est plus là. T'es plus là aussi. Donc, qui Et on me dit arrêtez les gars. Certainement un petit garçon avec des... Non,
Non, j'adore. Non, je vous lis sur le truc. Du coup, je peux revenir. Bah, si tu veux, allez, vas-y, profites-en. Rébi, tu t'énerves quand, Zio? C'était drôle hier. Bah, je vais pas m'énerver là, si l'interview. Les interviews confuses, c'est toujours chill. Hein. On va pas s'engueuler, je sais pas quoi, c'est pas le but là. Hein. Les engueulades, c'est dans d'autres moments. Hein. Là, c'est ce soir, c'est tranquille, on discute. Mais en plus, je vois vraiment pas comment tu vas pouvoir t'énerver avec moi. Franchement, non, mais c'est pas le but, c'est jamais le but. Je suis pas du tout dans le concept, mais les gens veulent du sang. De toute façon, c'est toujours comme ça. Et ils aiment bien. Non, mais après, c'est vrai qu'hier, on a une soirée. Non, avant-hier, on a une soirée, on va dire exceptionnelle. Avec qui? Avec Dany Raz et Cro-Blanc. Ah. Et comment dire? Waouh. C'est parti très haut, c'est parti loin. Hein, on a tourné beaucoup sur des sujets un peu étranges. Il y a des histoires de plaintes et tout, ça va très loin. Hein. Il y a un sombre lore. En fait, c'est un peu la série de l'été, faut dire la vérité. C'est un petit peu les feux de l'amour. Ou je sais pas quoi là, c'est le Zodiac de l'été, voilà, c'est le Zodiac de l'été, sa mère. Et du coup on est là, on se dit qu'est-ce qui va se passer, mais sauf que moi je suis dans la sauce aussi, tout le monde est dans la sauce, donc c'est compliqué. Rebicraft, vas-y. Je peux venir poser des questions. Deux questions. Ah bah oui, si tu veux, monsieur Chouchou, tu peux venir poser des questions sur la transidentité après, pas de soucis. Vas-y, Rebi. C'est que par exemple, t'avais une période où tu te disais asexuel, t'avais les cheveux bleus et tout ça. Et j'avais remarqué en voyant les anciennes vidéos et photos que ça datait vraiment du tout début du truc, quand c'était plus en Amérique mais pas encore venu en France. Ouais. Ce qui fait que tu étais vraiment parmi les premières en France, si je me trompe pas. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait d'avoir été la première dans ce truc-là et ensuite d'avoir vu d'autres personnes qui ont suivi, parce qu'en 10 ans il y avait quand même eu beaucoup de changements, j'ai l'impression. Dans ces milieux-là. Franchement, à l'époque, en fait, je sais pas comment dire, à l'époque, moi j'ai jamais été. J'ai toujours été dans des communautés, on va dire, un peu de paria. C'est-à-dire que moi, à l'époque où j'aimais les mangas, personne n'aimait les mangas. À l'époque où j'aimais les dramas coréens, personne n'aimait les dramas coréens, personne ne connaissait même les trucs coréens. Et puis, du coup, quand j'ai fait la première Gay Pride, où il y avait le A de asexuel dans le LGBTQIA. À l'époque, c'était ça, intersexe asexuel. Il n'y avait pas encore le plus. Donc, je veux dire, on était une communauté de marginaux en fait, tout simplement. Et Patrick. Et je l'ai toujours été. J'étais pas spécialement fière, tu vois. J'étais juste en mode je sais pas comment dire, je fais mon truc quoi, je me rassemble avec des gens qui me ressemblent. Et en fait, quand je suis partie de ça, je suis partie très progressivement en fait, tout simplement parce que j'avais trouvé une autre communauté qui était la communauté un peu plus des pick-up artistes qui allait bien en fait dans mon délire un peu trash de l'époque. Et du coup, je sais pas comment dire, j'ai pas eu du jugement en fait. Si tu veux, le côté LGBT continuait sa vie, et puis il y avait de plus en plus de personnes dedans, et moi ça m'allait, j'avais pas d'avis dessus quoi. C'est juste ok, tu sais, il y a des gens qui viennent, qui partent, c'est bien, c'est cool, voilà. Très bien. On me demande si la marginalisation c'est par volonté. Très bonne question. Par volonté, dans quel sens? Parce que moi par exemple j'ai été dans des squats par volonté, j'avais pas de nécessité d'aller en squat, c'est moi qui ai dit allez je vais aller dans les squats et tout, je vais me casser. Ah ouais non. Non? D'accord, ok, intéressant. Donc plutôt par nécessité quoi. En fait je suis jamais rentrée dans les cases en fait, c'est vraiment un truc récurrent de ma vie, j'ai toujours été la meuf chelou. Quand j'étais en primaire je me faisais bolos parce que voilà, j'étais bizarre, j'ai toujours été bizarre. Et j'ai toujours eu ce besoin. Enfin, c'est même pas ce besoin, c'est presque cette pulsion de rester moi-même en toutes circonstances. Un petit peu, tu vois, d'être toujours un petit peu dans... J'étais une folle, tu vois. Si j'étais gay, je dirais je suis un peu une folle, tu vois. J'ai toujours eu des trucs. Genre, par exemple, je suis partie au Japon pendant 1 an quand j'avais 17 ans. Et là-bas, je me suis acheté ce qu'on appelle un kigurumi. Donc, c'est un genre de grand pyjama Pikachu. Mais tu sais, qui t'enveloppe, tu sais, avec la capuche et tout. Et en fait, quand je suis rentrée, j'allais à l'école, j'allais au lycée avec le kigurumi Pikachu. Et en fait, je sais pas comment dire, c'était même pas de la provoque ou quoi, en fait, dans ma tête, c'était juste marrant. En fait, juste je m'amuse, et les gens
C'est un peu en mode what the fuck. T'as envie de vivre Et, ta différence, etc. avec ta culture, C'est ça. comme tu penses que. Voilà, c'est normal. Alors, il y a une question qui revient depuis tout à l'heure. Je vais la poser parce que Vas-y. c'est Nonold qui est habitué en plus, mais je pensais pas que. Ah, il spam, il me dit j'avais spam, mon Zio, car je veux ma réponse. Zio Clos. Vas-y. J'ai très apprécié les vidéos d'Amélie Menu, surtout une vidéo aléatoire sur la mythomanie, car elle a eu le Mhm. courage d'avouer ses faiblesses. Je ne supporte pas cette tare, car je l'ai subie dans mon entourage proche. Du coup, a-t-elle réussi à vraiment s'extirper de cela? La façon dont elle a parlé de psychotropes, DMT, j'ai des doutes. Elle sait très bien que cette dernière est juste pour se rendre plus intéressante. Je sais, je fais chier. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Après, c'est vrai que la j'ai pas DMT, trop- c'est un produit assez rare, enfin assez compliqué à trouver. Après, maintenant, ça s'est plus démocratisé avec certaines boutiques internet. Mais à l'époque, c'était assez rare, donc certains peuvent se poser des questions. Donc, je te laisse répondre à tout ça. Vas-y. Et par rapport à la mythomanie, etc. Bah, je peux parler de la mythomanie, après j'ai pas très bien compris la dernière partie, quel Alors, est le sur la rapport DMT, entre il la- pensait que c'était genre, t'aurais dit que t'aurais pris peut-être de la DMT pour faire intéressante sur des sujets un peu deep, façon de parler, j'imagine. Alors qu'il y a sûrement Non, des gens qui ont c'était- pris ça, voilà, hein, parce qu'ils étaient curieux. C'était juste pour dénominer, enfin pour les gens, parce que j'imagine dans ton chat il y a des gens qui s'y connaissent un peu, et entre gens qui prennent des psychédéliques, on sait quels effets à quoi. Tu vois, par exemple, j'ai vu dans le chat, il y en avait qui me marquaient ah, est-ce que t'as pris de l'ayahuasca, etc. Donc j'ai bien compris que, je sais pas comment, je parlais à des gens qui Ah oui, il y a des allaient experts potentiellement poser, voilà, Quelques qui experts. allaient exactement. C'était pour poser le contexte pour ceux qui connaissaient le contexte. En gros, c'est tout simple. Après, me rendre intéressante, j'ai envie de dire, tout le monde essaie de se rendre intéressant. Hein. Je vais pas faire la meuf qui cherche pas l'attention parce que c'est faux. Clairement, on cherche tous un peu l'attention, mais en tout cas, j'ai pas pris de DMT pour faire le monde intéressante, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain même. Quand ce qui concerne le mensonge, je peux en parler. Après, c'est quoi l'angle qu'il voulait exactement? En gros, est-ce que t'es sorti réellement de la mythomanie ou est-ce que c'est encore un trouble que t'as? Est-ce que, voilà, comment et même comment tu l'as vécu, ça peut être intéressant de faire un rappel, après aller voir sa vidéo aussi, mais voilà, pour expliquer un peu comment ça se passe. Alors, je pense que j'étais mythomane en effet parce que j'avais un cruel besoin d'attention. Je pense que j'étais quand même une enfant qui manquait beaucoup d'attention. Et j'avais beaucoup de pression sociale aussi parce que je viens d'une famille assez, comment on dit, assez riche, on va dire ça comme ça. Enfin, pas forcément riche, mais Ouais. plutôt Et suffisant pour bien pouvoir éduqué. vivre tranquille, quoi. Tu vois, bien éduqué, genre il fallait être à la hauteur, tu vois, il fallait faire plaisir aux parents, tu vois, un truc un peu comme ça. Il fallait être, voilà, à la L'enfant hauteur, je sais pas parfait, comment dire. quoi, oui, je vois ce que tu veux dire. Et voilà, l'enfant parfait, et j'étais pas du tout à la hauteur. Et donc en fait, ça a été un gros mécanisme de défense pour avoir de l'attention et essayer de camoufler en fait toutes mes tares. En fait, ça a été ça. En fait, c'était surtout, j'avais cette espèce de syndrome de l'abandon, enfin de peur de l'abandon, qui faisait que je m'inventais beaucoup des vies pour être sûre que les gens me trouvent trop cool et T'écoutes, voilà, ouais. ne s'en aillent pas. En fait, il faut savoir aussi que j'étais vraiment bizarre. Encore une fois, je répète, j'étais vraiment bizarre et j'avais besoin, on va dire, de quelque part justifier ma bizarrerie et pour ça, voilà. Alors après, il y en a qui me disent pourquoi m'inventais un t'apportes pas de contradictions. Alors déjà d'une, c'est une interview, donc je suis pas obligé d'apporter 10 000 contradictions. Après, je pose vos questions, Mais vous avez le droit de poser des questions, etc. D'autre part, moi, je vais vous raconter quelque chose. Quand j'étais plus jeune, moi j'ai été abandonné par ma mère. Je mentais sur le fait que j'avais soi-disant un père. Je racontais des trucs de fou, hein. Il fallait justifier qu'il était pas là. J'ai même raconté qu'il pouvait réparer des trucs, qu'on avait une cave secrète, enfin des trucs chelous, tu vois. La mythomanie, c'est effectivement un système de défense qui est pas forcément agréable pour ceux qui le subissent, hein. Si jamais tu mens, après quand c'est des enfants d'adolescence, c'est aussi un processus qui peut exister, hein, qui est nécessaire par moment pour pouvoir passer à une autre étape. Après, ça veut pas dire que tu vas rester mythomane toute ta vie. C'est pas un trouble psy aussi fort. Après, il y en a qui sont mythomanes à vie, hein, parce que voilà, peut-être qu'ils sont très fragiles, peut-être qu'ils n'arrivent pas à assumer plein de choses, peut-être qu'ils ont besoin de se faire grandir, comment dire, se gosser. Au-delà de ça, nous, par exemple, on est influenceurs. Moi, je viens avec une caméra là. Je pourrais très bien, effectivement, garder un côté mythomane. Après, moi, j'ai eu ma vie, mon vécu. Je pense que les gens savent que je sais de quoi je parle, malheureusement. Malheureusement pour moi aussi, parce que j'en subis les conséquences. Mais derrière, tu restes pas mythomane à vie. Tu peux prendre du recul sur ta vie.
même du recul sur pourquoi tu as menti sur certaines choses et à quoi ça a servi. Moi, quand je mentais sur le fait d'avoir un père, c'est que à l'école, quand on m'a dit une fois, ouais, t'as pas de père, on s'est foutu de ma gueule, j'ai bien compris que c'était un problème. Donc du coup, vraiment, tu racontes que t'as un père, tu vois. Et après, tu vas raconter n'importe quoi pour essayer de justifier, voilà, parce que c'est pas évident. Moi, je venais d'un milieu social plutôt aisé par rapport à mes grands-parents. Ma mère, c'était autre chose. Voilà, il y a eu des basculements. Voilà, tu te racontes des histoires. T'as besoin de ça et ça te permet, peut-être de ser la première meuf ou des trucs comme ça. Des fois, c'est triste, mais c'est comme ça. Et c'est pas grave. Et après, t'assumes et tu te rends bien compte que ça sert à rien. Et puis après, tu vas assumer justement ce que t'es. Et ça, c'est pas facile pour tout le monde d'assumer ce qu'on est. On a tous des vécus particuliers et tout. Il y a des gens qui veulent pas qu'on dise certaines tares. Ils veulent pas avoir d'aspérité à montrer aux autres. Donc on vit quand même dans une société d'apparence qui voudrait qu'on soit des gens propres sur nous, disciplinés, adultes. Et pour moi, adulte, ça veut pas dire grand chose. Je vois que des enfants dégénérés qui essayent de se prendre pour des adultes, quoi. Donc après, ça, c'est un autre truc. Mais voilà, c'est à un moment donné, arrêter d'être trop, peut-être, à juger parce que quelqu'un, justement, a admis ses torts. Ça veut pas dire qu'il les a toujours. Il y en a certains, ils admettent leurs torts, ils les ont toujours. Hein. Mais c'est pas tout le monde. Donc soyez indulgents, malgré tout. Et puis voilà, je suis pas toujours dans l'opposition, bordel. C'est pas crudi. La vraie mythomanie, c'est exagérer des faits alors que c'est inutile. Oui, bien sûr, c'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est inutile, par exemple. Moi, c'était vraiment, très très maladif. Hein. J'allais dans des extrêmes assez intenses. Et j'avais encore pire, c'est que je révélais aussi les secrets de mes amis. Et ça a fait vraiment beaucoup de mal à... Tu vois, par exemple, quelqu'un vient me dire un secret, et dans une soirée, je vais balancer à tout le monde un secret qui était pas du tout censé sortir, par exemple. Parce qu'en fait, j'utilisais, on va dire, mes histoires et les histoires des autres comme des tokens, tu vois, qui contre l'attention. Donc quand je disais un truc méga chaud que personne n'était censé savoir, évidemment que j'allais avoir plein d'attention, mais en fait, au final, je vendais mes amis pour 5 minutes d'attention. Enfin, en fait, comment tu t'en sors ? En fait, c'est tout simple, c'est... à partir du moment où justement, comme tu disais, t'as compris le mécanisme de défense, que t'as compris pourquoi tu l'utilises, dans quel cas, et voilà, bah en fait tu t'apprends à t'observer et t'apprends à déconstruire un petit peu ce mauvais réflexe que t'as en toi. Et voilà, au bout d'un moment, ça finit par s'estomper au point où c'est facilement contrôlable. Voilà, c'est ça. Et alors, question bête dans l'idée, peut-être qu'elle est bête, peut-être qu'elle est intelligente, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un lien avec cette quête aussi de la sexualité, etc., où t'es passé par plein d'identités finalement, et peut-être pour en revenir du coup. Alors je parle pas forcément de la mythomanie, mais justement ce côté un peu de pouvoir aussi avoir une certaine attention, d'appartenir à un groupe, peut-être même marginal, etc. Est-ce que pour toi il y aurait un lien, pour toi spécifiquement, je parle bien. Ouais, après encore une fois je pense que c'est vraiment un tout, tu vois, genre j'avais de base un caractère un petit peu, enfin tu sais c'est une sorte de boucle quoi, j'avais un caractère un petit peu marginal, que j'ai exagéré avec la mythomanie, qui a fait que j'avais un fort besoin d'appartenance. Donc tu mets mon côté drama queen plus mon côté j'ai besoin d'appartenance, bon bah ça fait que forcément je vais aller dans tous les sens. Mon côté un peu ouverture d'esprit en plus, tu peux rajouter ça aussi. Voilà, ça finit toujours par, je sais pas comment dire, par partir dans tous les sens. Et la vie, finalement, ma vie n'a été que juste réussir à écumer, recentrer, laver tous ces problèmes et essayer d'en faire quelque chose, voilà, de polisser ce diamant qui est un petit peu brut au départ, mais que voilà, j'essaye de polisser pour en faire quelque chose, quoi. Et surtout qu'on peut, comment dire, franchement les gens, de vos défauts, vous pouvez en faire des méga qualités. Hein, c'est... Ouais, bah, c'est ce que je dis à la fin de, de ma vidéo sur le mensonge. J'explique que tous les défauts avec lesquels j'étais partie dans la vie sont devenus des qualités, plus ou moins. Et donc voilà. Et inversement, vos qualités peuvent être très problématiques parfois. Parce que des fois on est trop sûr de certaines qualités qu'on pourrait avoir, on en fait un peu n'importe quoi. Donc faites gaffe, moi par exemple, quand je me crois trop intelligent, je suis un sale con, hein, donc j'ai des périodes où je redescends du coup. Des trucs comme ça, bon bref. C'est pas juste qu'elle serait devenue adulte et donc elle comprend. Bah après, on devient adulte quand, Elena? Moi je sais pas, j'ai compris tardivement dans ce cas-là. Et pourtant je comprenais plein d'autres choses avant. Et j'ai une période où je voulais pas comprendre. Là j'étais dans ma période, ah non là j'ai envie de voir des extraterrestres et je vais aller faire du Ouija, voir si ça marche, tu vois. Et la pierre philosophale je vais la manger.
Et Pierre et Patrick Burincinas, à la fin, il me dit non, faire de la théurgie. J'étais là, mais attends, tu veux que j'invoque des démons là? C'est quoi le délire? Mais bon, c'est pourquoi pas? Il fallait appeler les esprits de la nature et tout. Bon, j'étais là, ouais, bon, ouais. On va pas aller dans les bois faire une baguette magique. Ce qu'il m'avait dit, oui, la baguette magique, faudrait qu'il y ait une et tout. J'étais putain, ça va loin quand même. T'as un petit bout de bois. Bon, bref, c'est assez rigolo. Du coup, il y a Chocho qui voulait dire quelque chose, me semble-t-il. Et ensuite, je crois que ce sera notre Reddy. Alors voilà, vous vouliez de la contradiction, je crois que ce sera notre Reddy qui voulait amener de la contradiction. Donc vous en aurez. Voilà. Amène de la voilà, contradiction. Les gens sont contents, ils auront du sang dans l'arène. Alors, Chocho. Salut. Salut. Bonjour. Bonsoir plutôt. On t'entend. Bonsoir. Ouais, je voulais juste savoir, du coup tout à l'heure tu parlais de t'es passé par une phase de questionnement sur ta transition et tout ça. Et alors je t'avoue, j'ai pas trop écouté, je suis désolée. Du coup, je voulais savoir, justement je voulais avoir ton avis sur, parce que je vois que t'as une opinion du déconstructivisme et tout ça. Qui est un peu différent du mien, et du coup je voulais savoir ça a été quoi en fait ton parcours mental pour te dire ouais peut-être que je suis non binaire et après revenir là-dessus. C'était quoi mon parcours? Mon parcours, c'est un peu étrange, je dirais que c'est un mélange de plein de trucs. C'est à la fois un mélange de philosophie et de psychologie. Dans le sens où, ok, en gros, je suis partie dans la vie avec une sorte de dysphorie en fait. Je me sentais très masculine et je devais répondre à des critères féminins qui ne me correspondaient pas du tout. Et à l'époque, on n'était pas du tout dans l'ambiance on va déconstruire le genre et tout. C'était pas du tout ça. C'était vraiment. Il y avait les filles cool d'un côté de la cour et elles étaient en mode. Voilà, elles s'habillaient comme des filles, elles se maquillaient et tout. Et moi, je faisais partie justement des parias qui ne ressemblaient pas à des filles, tout simplement. On se faisait un peu traiter de garçons manqués. Donc déjà, il y avait ce truc très fort. Et donc quand j'ai découvert, on va dire, fin lycée, le délire des LGBT, ça m'a vraiment, je sais pas comment dire, soulagée, quoi. J'étais en mode, oh mon Dieu, mais il y a des gens comme moi, en fait. Je suis pas toute seule, en fait. On a le droit d'être différente. Je sais pas comment dire. Donc ça a commencé comme ça. Le problème, c'est que mon truc il s'est arrêté assez vite dans le sens où j'avais fait mon coming out à mon père en disant que je voulais devenir un homme et il l'a un petit peu pas hyper bien pris dans le sens non mais ça va te passer, c'est juste une phase, etc. C'est le truc un peu basique et en fait ce qui s'est passé c'est que ensuite j'ai commencé à faire des vraies recherches, mais moi quand je m'applique à faire des recherches sur un truc, je suis vraiment en mode tunnel et je vais chercher le fond du fond du fond. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à me renseigner sur les trucs de transition de type hormonal, chirurgie, etc., je suis tombée sur des horreurs. Mais vraiment des horreurs. Genre vraiment, c'était genre juste illogique pour moi de faire ça. Genre je comprenais pas comment j'allais pouvoir faire ça, en fait. Pouvoir faire cette espèce de parcours où j'allais devoir me gaver. En fait, j'ai un corps en bonne santé et je vais me gaver d'hormones alors que j'étais justement en train de me renseigner sur est-ce que j'avais pas un manque, on va dire, de balance hormonale entre mon En fait, je pense que j'avais trop d'oestrogène, du coup j'avais plein de problèmes à cause de ça, etc. Et donc j'étais en train de me renseigner sur ça et en même temps je me renseigne sur la transition et là je me rends compte qu'en fait je vais devoir me shooter de testo et je me rends compte que c'est pas du tout naturel entre guillemets et en plus à cette époque-là j'étais aussi végane, etc. Je faisais hyper attention à ce que... Vraiment... Ok, d'accord. Ouais, je faisais vraiment hyper attention à ce que je mangeais, ce que je mettais sur mon corps et sur ma peau et tout. Donc c'était totalement illogique pour moi de faire de la chirurgie ou de me piquer avec que sais-je. Et donc, si tu veux, c'est parti de cette espèce de j'allais dire déconfiture, mais de déception totale de me dire ah en fait je vais pas pouvoir me soigner ma dysphorie avec ça. Comment on fait autrement? Et on va dire qu'à partir de là, a commencé un long chemin spirituel et, je sais pas comment dire, un long chemin de développement personnel qui m'a amené à comprendre qu'en fait, c'est la dysphorie, c'est... comment dire
c'est pas fatal. Enfin, je sais pas comment dire. C'est pas. Oui, c'est pas définitif, quoi. Ouais, c'est pas définitif et en fait c'est une recherche et je vois pas pourquoi se rendre. Enfin, quel intérêt de se rendre malade physiquement pour aller mieux mentalement alors que tu peux juste te rechercher à l'intérieur et trouver ton équilibre à toi en fait, tout simplement. Et donc là aujourd'hui, moi je prône personnellement des trucs beaucoup plus conservateurs, très marqués avec il faut être une fille, il faut être une femme et il faut être un garçon et un homme, tu vois. Mais en vrai, je sais que on propose ce modèle-là comme une case qui va permettre à chacun de trouver sa place à l'intérieur. C'est-à-dire que moi je sais que je suis pas une fille girly, je suis une fille méga stock. J'ai des épaules, laisse tomber, quand je me mets en bustier, on dirait un travelo, mais c'est un peu vulgaire travelo, c'est le truc que j'utilisais quand j'étais jeune. Comment on dit aujourd'hui un trans quoi. Bref, j'ai des épaules hyper baraques. En fait, je le sais que je suis pas une femme dans dans son archétype absolu, mais c'est pas grave en fait parce que ça m'empêche pas d'avoir ma propre féminité, d'avoir mon propre Oui, je veux truc. dire, oui, ça c'est Tu vraiment vois, l'archétype, voilà, l'archétype débile de la femme, toute fine, toute machin, mais Exactement. bon, bah, en même temps tout Ouais, le monde n'a pas le même très, très corps, rare. donc voilà. C'est ça, et en plus, Mais- Par exemple, ma C'est femme hyper ressemble rare. à un archétype, façon de parler féminin, mais tout le monde n'est pas comme ça, et toutes mes ex ne sont pas des archétypes exactement identiques. voilà. Et Mais donc, du coup, pardon, je te coupe, mais tu penses pas que tu souffrais plus de dysmorphie que de dysphorie? Parce que du coup, ça avait pas grand. En fait, ça avait à voir avec ton regard sur toi-même et le fait que, bon, tu sais, c'est toujours le même débat de oui, non, mais t'es sûr que t'es trans, t'es pas juste un garçon manqué? Bah, toi, t'étais dans le côté garçon manqué, ouais. mais que du coup, c'est pour ça au aussi. final. C'est pour ça que t'avais besoin de. Comment dire? Bah, De c'est quoi la trouver ta différence? place dans ta Quelle est la féminité. différence? C'est quoi la différence du coup, dis-moi? Parce que C'est moi chaud. j'étais du genre à vouloir une bite et à me mettre tu sais, des trucs pour m'aplatir les seins quand même. J'étais vraiment en mode je Mais est-ce vais. que tu détestais, genre par exemple, juste la vue de ton vagin, tu vois? Question con. Ouais. Parce que... Ouais, d'accord. Ouais, ouais. alors, Non, je- j'étais vraiment. Alors je suis J'étais chaud. vraiment. Pour nous dire la différence dans l'idée, et même avec ce petit détail, je te demande parce que je sais que ça fait partie aussi des petits trucs. Je suis chaud. Bah, alors, je pense dysphorie, c'est vraiment quelque chose qui s'applique que à la question du genre, si je dis pas de conneries. Bon, après, j'ai pas non plus fait une thèse dessus, hein, mais. Et dysmorphie, ça peut être par exemple le regard qu'a quelqu'un qui a des troubles alimentaires sur l'image de son corps. Mhm. Au niveau de l'obésité, par exemple. Ouais, c'est moi souvent c'était pas connu, du tout ça. ça. Moi Et toi, pas c'est du- vraiment par rapport à ta féminité. Oui, Ouais, puis en ouais, plus, totalement. comment dire, une dysmorphie, il faudrait qu'il y ait un changement radical du corps en fait. Et souvent, ça arrive par exemple pour les personnes obèses. C'est plutôt à l'opération. Deviennent Quand on Ouais. les opère, voilà, et on va préparer justement le terrain, expliquer que voilà, va falloir se percevoir différemment, que ça va pas forcément être facile, qu'on risque d'avoir des sortes de flashbacks de comment on se voit avant. Alors, on a déjà parlé avec Méchoui, Mhm. hein, qui l'a vécu aussi, qui lui est devenu plutôt un booba aujourd'hui, mais à l'époque c'était un Méchoui. Donc effectivement, c'est pas évident. Et il a toujours, par exemple, lui, des fois l'impression, peut-être, s'il se laisse aller, de redevenir obèse. Alors en fait, maintenant il est très bien. Et même moi, hein, qui était plutôt rond avant, voilà, mais là on est sur autre chose. C'est vrai que j'ai jamais voulu, Moi, par j'ai- exemple, me mutiler le zizi. Jamais. Ouais, moi j'ai jamais eu de TCA par exemple. Donc je sais pas si c'est relié, mais clairement ça avait aucun rapport avec mon poids, clairement. Non, Par non, contre- mais là, c'est la TCA, je mettais ça comme exemple, mais c'était surtout, tu sais, c'est surtout la différence Ok. entre genre le genre ressenti et genre l'image Alors, que t'as toi-même. Par contre, moi je fais pas de différence entre le sexe et le genre. Moi, Ah pour ouais moi, le sexe c'est le genre. Les deux sont tellement intrinsèquement liés. De par juste la biologie en fait. Je suis désolée, je biologise peut-être le social, mais pour moi, d'expérience et de tous les trucs que j'ai lus et que j'ai, je sais pas, que j'ai expérimenté aussi, pour moi, je sais pas comment dire, même les connexions dans ton cerveau, elles sont pas les mêmes. Enfin, tu penses pas pareil quand t'es un homme et quand t'es une femme, c'est comme ça. Et c'est un truc que j'ai appris à la dure aussi, hein, parce que j'ai grandi, enfin, je veux dire, j'ai quand même fait mon baptême du feu chez les mascus. Hyper mascutox comme je dis, tu vois, c'est genre masculinité toxique à fond, c'est donc je sais pas comment dire, mais j'ai vraiment essayé d'être un homme très très comment dire, avec beaucoup de motivation, et à chaque fois je me heurtais à ma capacité mentale, on va dire, qui était complètement différente de la manière dont eux ils procédaient, je sais pas comment dire, dans leur façon de parler, dans leur façon de D'agir, etc., réfléchir, oui. dans leur façon de
je sais pas. Après, si même t'avais dans pris les de la caractères- testo, il est vrai que ça aurait changé ce comportement aussi. Ça Bah, aurait oui et non, sûrement parce que- impacté en partie, quoi. En partie. Peut-être, mais d'un autre côté, si j'avais pris de la testo, enfin, je veux dire, j'ai quand même 20 ans, 22, 23 Oui, ans t'es toute de jeune, construction mentale, de ton cerveau qui a fait des connexions dans ton cerveau qui sont déjà un peu branchées avec ta, comment dire, ouais, enfin, je sais pas, voilà. J'attends. Alors, on me demande si tu as vu le doc de Nora Vincent. Sinon, bah, ça devrait t'intéresser. Nora Ok. Vincent. Ok, je connais pas non Attends. plus, je vous avoue. Nora Vincent. J'ai essayé d'être un connard, je sais pas pourquoi. Non, ça, c'est pas une dysphorie. Hein. Tant qu'à sans autre chose. Ça. Mais après, c'est vrai qu'après, il y a aussi des archétypes extrêmement forts. Donc, selon ce que tu veux. Enfin, selon ce à quoi tu veux t'identifier. Par exemple, Chocho, pareil, qui fait une transition, etc. Bah voilà, j'imagine qu'elle a une vie, enfin, elle a sûrement son archétype de ce qu'elle veut, de ce qu'il veut être en homme en fait, quoi. Et c'est logique, en fait, malheureusement. Donc chacun choisit après, bah du coup, ses archétypes selon la culture, le bain culturel, social, etc. Donc il y a plein de choses qui vont se passer. Et mais bon, Chocho, à toi. Ouais, mais moi c'est, en fait, j'allais rebondir sur ce que tu venais de dire, c'est-à-dire, genre moi c'est le contraire, tu vois, genre, j'ai passé beaucoup de temps à essayer, genre vraiment très fort d'être une meuf. Et en fait, tu penses pas que c'est genre que c'est juste ton cas à toi particulier où t'étais vraiment juste pas un mec et que c'est pour ça que ça a pas marché pour toi, ou c'est genre tu appliques du coup le raisonnement qui t'était particulier à la généralité des transidentités. Moi, je connais des gens transsexuels vraiment, donc je sais que il y en a pour qui ça marche très bien et si tu veux la transition leur correspond, donc je fais pas du tout de mon cas une généralité. Cependant, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont un peu perdus comme je le suis aujourd'hui et faut quand même qu'on explique. Enfin, en fait, moi j'aimerais